Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio en ce mardi 3 mars 2027. À mes côtés dans ce studio, Maud Koffler, bonjour Perico. Plus précieuse que jamais, Julien Delmas, plus vigilant que jamais, et Emmanuel Galasso, plus attentif que jamais aux appels que vous allez passer au 0826 300 300 parce que l'actualité du jour va vous amener à réagir, à donner votre avis. On le recevra. Parlons vrai, les auditeurs ont la parole. C'est très important pour nous que vous nous disiez ce que vous pensez de ce qui se passe dans ce pays et dans le monde, que vous donniez notre opinion. Sud Radio doit être le miroir et le reflet de vos convictions, de vos inquiétudes, de vos certitudes quelquefois, et peut-être de vos colères. Alors, la révolte des propriétaires. Alors, tout le monde se révolte en ce moment. Il est vrai qu'être propriétaire en France, c'est très heureux d'être propriétaire. Beaucoup souhaitent l'être. C'est pas une sinécure, c'est le cas de le dire. On croule sous les normes administratives, ras-le-bol d'être sous contrainte permanente avec des règlements absurdes ou abusifs. Nous écouterons le coup de gueule de Thierry Batzleff à 12h45. Président de l'association 10 millions de copropriétaires. Croyez-moi, il a des choses à dire. Je peux pas vous demander d'appeler parce que c'est pas un créneau, mais bon, écoutez bien, je suis sûr que certains d'entre vous vont être confrontés à des réalités, à des situations qu'il va décrire. Ah, cette bonne vieille, elle est déjà bonne vieille, l'intelligence artificielle, Maud, voilà, dont on nous dit qu'elle va transformer l'humanité en un paradis. Eh bien, cette intelligence artificielle ne fait qu'inquiéter certains professionnels de l'édition. Effectivement, est-ce que l'intelligence artificielle va éradiquer l'édition française? Est-ce que on va remplacer nos corps textes littéraires par des informations sorties d'une machine? On en discute avec Laurence De Villers, auteur de l'IA, Ange ou Démon, le nouveau monde de l'invisible. Alors, de 13 à 14 heures, restez assis, appelez. Alors là, par contre, vous pourrez appeler. Vous appellerez pas pour des choses joyeuses, parce que nous allons parler, je vais vous poser la question, l'humanité risque-t-elle tout simplement de disparaître sous l'assaut des espèces invasives? 2 auteurs ont écrit un livre, La guerre contre les espèces invasives aura-t-elle lieu? Le docteur Romain Lasseur et Olivier Vial. C'est tout simplement apocalyptique. Les moustiques, les frelons, les rats, les sangliers. Tout ça pullule de façon massive et incontrôlée. Et consécutivement un dogme, un peu de protection de l'environnement, la nature est gentille, c'est le capitalisme qui est méchant. Total, on risque pas de craver sous les bombes américaines, israéliennes, iraniennes ou autres gentils chefs d'État qui veulent du bien à l'humanité, mais on peut crever sous la piqûre de moustiques ou de bêtes qui viennent nous transformer notre maison en enfer. Ça sera de 13 à 14 heures. Et puis surtout, appelez-nous à 0826 300 300 si vous avez des puces de lit, si vous avez des fourmis, si votre jardin est envahi par des sangliers. Enfin, je suis sûr que à Sud Radio, on est confronté à tout type de bestioles. Et nous, les bestioles à Sud Radio, on sait comment les traiter. Et puis, Maud, Radio, la France dans tous ses états. L'humeur de Perico. On a été un peu coupé, mais c'est pas grave. On a été coupé, donc je parlerai. C'est une censure. On aura une perle sur. Oui, on aura une perle très rapidement sur la traque d'un père, un père qui traque l'agresseur de sa fille. Voilà, on en parlera dans un instant. Voilà. Pour l'heure, nous sommes en ligne avec Laurence de. Pardon. L'humeur, votre humeur, Perico. Mon humeur. Ah oui, j'ai mon humeur. On s'en mêle un peu les pages. Oui, mon humeur, évidemment, j'étais un peu perturbé par Sur le procès Paty. Tout à fait. Procès Paty, procès en appel de alors l'assassin, non, il est mort, Abdullah Anzorov, mais le procès, le verdict est tombé hier. Alors, verdict mitigé, soit très sévère aux yeux de certains, soit indulgent aux yeux d'autres. L'essentiel, c'est que les condamnations sont fermes et les condamnés restent coupables d'association de malfaiteurs terroristes. Alors, il y avait qui? Il y avait Abdelhakim Sefrioui. Il avait été condamné à 15 ans en première instance. Il est reconfirmé à 15 ans de prison par la cour d'appel. Ça a été évidemment un choc pour sa famille. Elle pensait qu'il y aurait un allègement. Parce que pour les autres, Brahim Chnina, qui avait été condamné à 13 ans, est condamné à 10 ans, qui est quand même conséquent. Et puis ceux qui avaient aidé Abdullah Anzorov, soit en fournissant un couteau, soit en le déposant en voiture,
il s'agit de Naïm Boudaoud et de Azim Ebsirkanov, ont été condamnés respectivement à 6 ans et 7 ans, alors que la première instance les avait condamnés à 16 ans. L'essentiel, c'est que la République française institue cette norme, l'AMT, association de malfaiteurs terroristes. Elle a été confirmée par le tribunal, par les juges, malgré la plaidoirie, l'abjecte plaidoirie de Francis Vuillemin, dont les arguments obscènes de discrimination anti-musulmane reprochés à Samuel Paty. C'était donc lui qui était à l'origine du malheur qui lui est arrivé, c'est lui qui discriminait. On voit que cette mécanique qui s'est mise en place, alors tout le monde vous dit, évidemment l'argument principal de la défense, c'est ils n'ont jamais été, à part les 2 jeunes qui l'ont aidé, mais ni Abdel Hakim Sefraoui ni Brahim Chnina n'ont été en contact avec Ansarov. Peu importe. La justice considère que lorsqu'il y a opération collective, et que même s'il y a absence de contact matériel, ça n'exclut pas la participation à une entreprise dès lors que le mécanisme collectif a été enclenché. C'est ça qu'il faut retenir, et j'espère que dorénavant, ceux qui voudront s'amuser à jeter des anathèmes, des invectives, à accuser sur les réseaux sociaux, sauront que la justice française sera implacable avec le fait d'envoyer à la mort quelqu'un dont on dit « Ah, mais je ne voulais pas qu'il meure ». Eh ben, écoutez, le résultat, il a quand même été décapité. Un prof en France, un professeur qui est assassiné, décapité uniquement parce qu'il a voulu expliquer à ses élèves que la laïcité permet le blasphème et qu'il a montré à ceux qui voulaient bien la regarder, on rappelle les faits, ses élèves, il a dit s'il y a des images qui peuvent choquer, vous pouvez sortir de la classe, il n'y a aucun problème, je ne vous les impose pas, et pour les autres, je veux démontrer concrètement en quoi consiste le blasphème avec des caricatures, ça s'arrête là. Et le mec, il est poignardé et décapité par un intégriste islamique, un tchétchène, qui a été évidemment amené à ce comportement par tout un réseau de gens irresponsables, dangereux, nocifs. Voyez. Donc, Abdelkaïm Sefraoui, 15 ans de prison. Voilà ce que ça coûte quand on appelle au meurtre en République française, tout simplement pour avoir eu un délit de liberté d'expression. C'est à l'honneur de la République et j'espère que ça sera le signe et la consigne que ce pays donnera à ceux qui viennent venir chez nous pour appliquer des idéologies et des dogmes mortifères, assassins, criminels et abjects. Alors on change de sujet pour un entretien sur les propriétaires qui font face aujourd'hui à de multiples contraintes qui les poussent aujourd'hui à vendre leurs biens. On en parle dans un instant, ensuite les perles et puis on parlera de l'intelligence artificielle comme vous l'avez présenté tout à l'heure Perico. N'hésitez pas à nous appeler en direct sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. La multiplication des contraintes et la hausse de la fiscalité démoralisent les propriétaires qui préfèrent désormais vendre leurs biens locatifs. L'attrait de l'immobilier est en berne. Entre fiscalité punitive, hausse des taux d'intérêt et envolée des prix, l'accession à la propriété est devenue un mirage pour des millions de Français. Sans parler des normes de plus en plus nombreuses qui obligent aujourd'hui certains propriétaires à cesser leur activité de location. On en parle avec le président de 10 millions de copropriétaires, Thierry Beslenieff. Bonjour. Bonjour. Bonjour Thierry Beslenieff, merci d'être avec nous sur Sud Radio pour décrypter un petit peu le cauchemar que vivent les propriétaires. Dieu sait, je le disais tout à l'heure en annonce, que c'est le rêve des Français d'être propriétaires. Et puis une fois qu'ils y sont, surtout les nouveaux propriétaires, quand vous leur dites comment ça va, et ils vous disent en général, mais c'est un cauchemar, on va, passez-moi l'expression, d'emmerdement en emmerdement, de contrainte en contrainte. D'abord, une vision générale, Thierry Beslenieff, on est en France, c'est dû à quoi ? C'est un État qui ne peut pas se contenter de choses simples, comme je connais dans d'autres pays. Il faut compliquer les donnes quand on est propriétaire, c'est structurel ? Mais on est dans un État en faillite. À partir de ce moment-là, il faut lever l'impôt, et l'impôt, vous ne pouvez plus le lever que sur le stable. L'immobilier, c'est du stable. Par contre, on n'a plus d'industrie, on n'a plus de production, et donc on ne peut plus imposer sur le fluide. Donc l'immobilier va devenir la vache à lait, et est en train de devenir la vache à lait, avec des mauvaises solutions qu'on perdure et qu'on continue à faire. Et dans un très mauvais climat, où on essaye d'opposer les locataires et les propriétaires. Leurs intérêts sont communs, et les solutions sont communes. Elle n'est pas par exemple, faut arrêter avec l'encadrement des loyers. Ça ne marche pas. On continue à faire des choses qui ne marchent pas. Et il y a une solution déjà très simple à mettre en place pour sécuriser tout le monde. C'est une assurance universelle sur les loyers. Parce que tout de suite, énoncé comme ça, on dit, c'est un avantage aux propriétaires. Non,
quand un locataire a un problème d'accident de la vie, c'est quand même mieux pour lui de savoir qu'il a un problème en moins à gérer dans sa problématique, qui est son loyer, et d'avoir un toit. Et là-dessus, le propriétaire, lui, est plus finançable par rapport aux organismes financiers et peut, par exemple, dans des normes qui sont aujourd'hui très contraignantes sur le DPE, il aura plus facilement la possibilité de se financer pour résoudre son problème de DPE. Encore une fois, par exemple, les propriétaires, on n'est pas contre le DPE, on est contre son opposabilité. C'est-à-dire que avoir un diagnostic, c'est intéressant, mais il faut qu'il soit fiable. Or, il n'est pas fiable parce que comme il est opposable et qu'il y a des obligations et des interdictions liées à ce DPE, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la fraude de partout. Et alors un jour c'est suspendu. Non, ce qu'il faut immédiatement, c'est arrêter avec en fait ce DPE qui interdit à la location un grand nombre du parc et prendre des mesures efficaces tout de suite. Arrêter l'encadrement des loyers, faire une assurance universelle pour sécuriser tout le monde vis-à-vis des tiers. Parce que ça sécurise tout le monde vis-à-vis des tiers aussi, d'avoir cette assurance universelle. Et puis derrière, vous avez tout un tas d'accompagnements, baisser la taxe foncière qui ne ressemble à rien, on la double. Enfin, j'ai jamais vu un impôt qui doublait d'une année à l'autre. Et cette insécurité fiscale, elle aussi joue sur l'immobilier. Donc on est dans un engrenage qui fait qu'on ne s'en sortira pas. Si on ne comprend pas que les locataires et les propriétaires ont les mêmes intérêts et que le problème sous-jacent, il est dogmatique et politique en ce moment. On le voit dans les grandes villes, c'est que les propriétaires privés sont en concurrence totalement asymétrique avec le public. C'est-à-dire que c'est les mêmes qui administrent le public, qui font les normes, qui font la fiscalité. Et donc vous voyez bien en fait que quelque part c'est du captage d'électorat. Parce que les HLM, pour parler d'eux, sont très très mal entretenus. Si le parc privé était aussi mal entretenu que le parc HLM, on en entendrait parler, ça ferait des scandales toute la journée. Or, tout le monde se tait sur cette situation qui devient de plus en plus pesante. Si je comprends bien, Thierry Blechenef, il y a 3 catégories de contraintes contre les propriétaires. Il y a déjà les contraintes normatives sur la qualité environnementale, la configuration des lieux. Il y a une contrainte sociale par rapport aux locataires sur des formes de loyer à recouvrer ou pas. Et puis la 3e contrainte, évidemment, vous l'avez dit, elle est fiscale, c'est-à-dire que le propriétaire devient la vache à lait du fisc dès lors qu'il est propriétaire d'un open terre. Est-ce qu'il y a quand même un de ces 3 contraintes, il y en a une qui est plus facile que d'autres à résoudre? Est-ce qu'il suffit juste d'alléger les normes locatives ou les normes de construction, les normes de propriété? C'est plus simple que d'alléger la taxe fiscale, ou au contraire, et c'est sur le fiscal que l'on pourra avoir des conquêtes plus faciles à obtenir? Mais de toute façon, les solutions, elles sont dans l'offre. Donc tout ce qui peut permettre d'améliorer l'offre, parce que c'est un problème d'offre aujourd'hui. Il y a une pénurie. Donc si en fait vous ne faites pas une politique de l'offre, on est dans un cercle mais infernal. Il y a rien qui va s'arranger. Donc effectivement, par exemple, pour aller très concrètement et très rapidement, fin d'opposabilité du DPE. C'est-à-dire des DPE de plus en plus fiables, et le temps qu'on travaille à ce DPE fiable, parce que absolument vous prenez la température avec un thermomètre qui ne marche pas. Donc c'est de la fraude. C'est de la fraude. Aujourd'hui, c'est de la fraude. Vous êtes en train de me dire en gros que la pression fiscale, elle dissuade l'accès à la propriété, le DPE aussi. Autrement dit, si je comprends bien quand je vois le tableau, on a de plus en plus besoin d'habitation, de logement, et l'on dissuade ceux qui pourraient les créer, qui sont les propriétaires, de devenir propriétaires. C'est ubuesque comme situation. Non, c'est pas ubuesque, c'est dogmatique. On peut pas. Il est plus difficile de découper maintenant des circonscriptions. Donc en fait, on déplace les populations pour avoir en fait un vote favorable. Et c'est ce qui se passe par exemple dans Paris. Mais là, en fait, l'objectif aujourd'hui, ils sont à 25-30% de logements sociaux. Ils veulent monter à 40%. Et derrière, avec un objectif à peine voilé de 60%. Mais vous imaginez le scandale. Donc à côté de ça, effectivement, le propriétaire privé qui lui est concurrencé d'une façon complètement déloyale, et en plus qui se fait hyper taxer, et en plus qui n'est pas toujours bien finançable, dans la mesure où il y a une incertitude de plus en plus grande sur les loyers. C'est pour ça que je démarrais en disant il faut absolument assurer les loyers, et c'est pas bon
que pour les propriétaires, c'est bon pour le locataire et pour le propriétaire. Il faut sortir de l'antagonisme locataire-propriétaire. C'est les mêmes intérêts. Est-ce qu'il y a eu quelques avancées quand même dans la protection des propriétaires? Je pense notamment aux lois sur le squat. Est-ce que petit à petit le gouvernement prend conscience que le propriétaire, faudrait un petit peu le ménager, parce qu'à la fin on va trouver dans une situation inextricable? Oui, mais on réagit qu'au cas extrême. Vous vous souvenez de cette dame qui était dans la rue, oui, en train de... Bon, c'est des cas extrêmes. Alors effectivement, il faut les traiter, mais il faut avoir une vision beaucoup plus grande et générale, c'est-à-dire de sortir de ce qui ne marche pas. L'encadrement des loyers, ça ne marche pas. Augmenter les taxes foncières en les doublant d'une année sur l'autre, c'est délirant. Le DPE, il faut arrêter l'opposabilité du DPE. Ok, on a un DPE de plus en plus fiable à obtenir et à partir de là, vous accompagnez dans les travaux, mais vous remettez dans le parc locatif et il faut pas sortir des cas extrêmes où effectivement on est dans l'insalubrité. C'est pas, on parle pas de ça, vous comprenez? On parle d'avoir un DPE fiable, d'avoir une transition pour que le logement soit de plus en plus mieux isolé, que ça soit plus agréable d'y vivre, mais il faut arrêter les interdictions. Vous savez que là, en fait, ils ont réussi à re-rentrer dans le parc locatif simplement en changeant la note défavorable de l'électricité par rapport à d'autres chauffages. Donc, vous voyez bien qu'en fait, sur le DPE, on peut déjà remettre assez rapidement en accompagnant pour les gens qui ont des mauvais DPE, avec une vraie campagne, avec un vrai financement. Ce financement, vous pouvez l'obtenir si vous avez une garantie des loyers. Parce que vous allez voir un organisme financier, que vous soyez propriétaire ou pas. Alors après, c'est la notion de prêt hypothécaire. Mais si vous êtes sûr d'avoir des loyers parce que il y a une assurance universelle qui fonctionne et le locataire est tranquille. Parce que quand vous avez un accident de la vie qui vous empêche de payer le loyer, c'est pas sympa non plus de se coucher le soir en disant et en plus, évidemment, je risque de faire le soir. Donc c'est gagnant. Mais aujourd'hui, on oppose les gens propriétaires, locataires, alors qu'ils sont dans le même bateau. Thierry Besléniev, qu'est-ce qui serait le plus simple dans le DPE? Qu'est-ce qu'on pourrait alléger? Il faut quand même en préserver un minimum. C'est une norme qui est nécessaire. C'est la façon dont elle est conçue et appliquée. C'est pas une norme, c'est un diagnostic. Le D, c'est diagnostic. Donc effectivement, et personne n'est contre. De toute façon, c'est contre-productif. Si vous louez quelque chose, par exemple, très cher, et qu'il y a un mauvais DPE, c'est-à-dire qu'il consomme beaucoup d'énergie, votre locataire, vous allez le mettre en difficulté puisqu'il va payer beaucoup d'énergie et en plus son loyer. Donc, vous voyez bien qu'il y a un intérêt commun. Puisque si le DPE est bon, plus l'appartement ou la maison est bien isolé, moins vous payez de chauffage, et donc vous retrouvez du pouvoir d'achat, vous retrouvez la capacité de ne pas être gêné au début du mois quand il faut payer son loyer. Donc les intérêts sont communs. Donc il ne s'agit pas d'annuler le DPE. Non, il faut un diagnostic. Oui, c'est ce qui est. Vous avez l'air de dire, Thierry, vous avez l'air de dire que ce DPE est mal conçu. Il est mal conçu, il correspond pas aux réalités et les résultats qu'il donne sont pas forcément ceux dont il faut tenir compte pour améliorer l'énergie. Il faut regarder l'historique. Au début, c'était une information le DPE. C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez des annonces et vous aviez un DPE informatif. Ok, voilà, c'est mal isolé, c'est bien isolé. Ça, c'était une information. Et personne n'est contre l'information, encore une fois, puisqu'elle permet d'anticiper sur sa consommation énergétique ou sur la consommation énergétique du bien que vous allez acheter. Parce qu'il n'y a pas qu'en location que le DPE intervient, il y a aussi lors de la vente. Évidemment. Vous achetez un bien G ou un bien A. Évidemment. Donc, vous voyez bien, c'est une information. Mais petit à petit, en fait, un petit malin s'est dit, ah, mais c'est bien, là, on peut mettre l'épuisette. C'est-à-dire qu'on va obliger les gens, on a besoin de soutenir un secteur du BTP, on a besoin de générer du flux financier, parce qu'encore une fois, on ne produit rien en France, on est en faillite totale, il faut lever de l'argent. L'immobilier, c'est parfait. Hein, il y a très très peu de maisons qui bougent. Et même celles qui sont censées bouger les mobilhomes, souvent elles restent longtemps à la même place. Donc tout ça, c'est simplement un État en faillite qui regarde partout. Comme vous savez, les chats après les pelotes. Tout à fait. Partout, gagner de l'argent. Qui a le pouvoir aujourd'hui de modifier, d'adapter ce DPE? C'est uniquement gouvernemental ou il y a aussi d'autres institutions? L'opposabilité, c'est principalement gouvernemental. Mais là aussi, il y a les défaillances sont nombreuses. Maintenant, là où peut intervenir, puisqu'on est en période électorale sur les municipalités, c'est sur la taxe foncière. Donc,
on encourage effectivement à regarder dans les programmes qui va baisser la taxe foncière et pas ceux qui en fait vont l'augmenter, puisqu'il y en a qui changeront rien et qui vont même l'augmenter. Il y a les taxes de balayage, il y a les ordures ménagères. Tout ça, c'est des taxes au niveau municipal qu'on peut sur lequel on peut jouer pour regagner. Les frais de mutation aussi, c'est quelque chose d'important. Vous parliez des gens qui voulaient accéder à la propriété, mais ces frais de mutation abusivement appelés frais de notaire, si vous regardez bien, ils touchent pas grand-chose les notaires, c'est l'État. Voilà. C'est bien de le dire. Je trouve qu'ils sont très mauvais communicants parce que ça fait des années qu'ils se sont bombés dans une histoire de frais de notaire. C'est des frais de mutation. Et les frais de mutation, c'est les territoires qui les touchent. À Paris, c'est un peu différent. Paris est un département et une ville. Mais en fait, c'est un impôt, on va dire, territorial. C'est perçu par l'État et c'est redistribué ensuite aux collectivités territoriales. Voilà. Et pas toujours. Thierry, est-ce que vous sentez, vous, qu'il y a une vraie, j'allais dire, restriction des gens qui n'osent pas acheter, qui ne veulent plus acheter, qui ne veulent pas louer? On est dans un recul massif. Par rapport à d'autres pays européens, on est très mal placé ou ça existe aussi dans d'autres situations? Alors, on a rarement fait des analyses profondes parce qu'il y a... J'en ai pas parlé ailleurs, en Espagne, en Italie, en Angleterre, je connais. Oui, il y en a partout, mais en fait, vous avez des modèles qui sont quelque part. Le modèle espagnol est très particulier parce qu'ils ont si vous passez en Espagne, vous voyez que l'immobilier et la construction neuve est très importante dans leur économie. Tout à fait. Si vous allez en Angleterre, c'est des systèmes très spéciaux. Enfin, il faut arrêter peut-être des fois de regarder trop à l'étranger ce qui se passe et trouver nos propres solutions. Parce qu'à chaque fois, il y a des différences culturelles, il y a même des différences climatiques. Vous n'allez pas isoler de la même façon en Norvège que vous isolez en Espagne. Donc tout ça, il faut rester un petit peu pas franco-français, mais regarder par rapport à notre culture. Et notre culture, c'était quoi? C'était une France de petits propriétaires. Et ça a totalement disparu. Bien sûr. Thierry Bechleneff, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes président de l'association 10 millions de copropriétaires. Donc vous êtes des citoyens qui demandaient du respect et surtout vous demandez de la cohérence et de l'intelligence au pouvoir public pour pouvoir être propriétaire sans vivre un cauchemar. Merci beaucoup. Je veux dire des locataires aussi heureux. Bien sûr. Merci beaucoup. À bientôt. Et si vous avez des questions sur l'immobilier, rendez-vous chaque samedi de midi à 13h avec Sylvain Lévy-Valency dans Parlons Immo sur Sud Radio. Vous restez bien avec nous, on va parler de l'intelligence artificielle. Risque-t-elle de supprimer, d'avoir la peau des maisons d'édition, des auteurs, des écrivains, des livres tout court? On en parlera dans un instant avec Laurence de Villers, juste après les perles. N'hésitez pas à nous appeler en direct, 0826 300 300. À tout de suite. La France dans tous ses états. Les perles du jour. Vous voyez ici simplement une référence à l'œil du tigre. Pour ceux qui ont la référence, c'est un signe de détermination. Alors que la guerre fait rage entre l'Iran, Israël et les États-Unis, Emmanuel Macron a voulu faire une petite démonstration de force dans les airs hier. Oui, on sent le président de la République très frustré de ne pas avoir été davantage associé par Donald Trump et Benjamin Netanyahou à cette opération anti-Ayatollah. Et c'est sûr que pour l'image de l'Europe et de la France, c'est un peu vexant. Du coup, Emmanuel Macron a sorti le grand jeu. D'abord, je me souviens de cette visualisation du Conseil de défense qui est dans un endroit secret, première fois qu'on le voyait avec son état-major dans les sous-sols de l'Élysée, pour montrer qu'il était en première ligne quasiment. Ensuite, ce déplacement à l'île Longue, accompagné donc son Falcon présidentiel, accompagné par 4 Rafales, comme s'il y avait vraiment une menace. On se réjouit de savoir qu'il y a une possibilité d'escorter l'avion du président de la République en cas de guerre, et c'est la moindre des choses. Mais là, vu le coût de l'opération, plus la visite à l'île Longue, ensuite l'annonce que le Charles de Gaulle va aller sur le terrain des opérations. On sait qu'il faut 12 à 14 jours pour atteindre cette partie de la Méditerranée. Surtout que la France, il l'a dit lui-même, la France n'est pas invitée, la France n'est pas consultée, la France n'est pas impliquée. On a déclaré la guerre à personne. Ou alors on fait savoir tout de suite qu'on va rajouter, maintenant que l'Iran est attaqué, on va dire nous aussi on veut y aller, envoyer des missiles. Et ensuite on va à l'île Longue, dit la France, la dissuasion nucléaire, la France en a besoin. Mais qu'est-ce qu'il a fait pendant qui sera bientôt 10 ans de mandat présidentiel? Il a fait quoi? Il a fait quoi, si ce n'est appauvrir ce pays? Il a fait quoi pour rendre une France nucléaire plus forte, une dissuasion plus dissuasive avec le contexte de la guerre en Ukraine? Je crois que cet homme est à côté de la plaque à tous les points de vue, et que là il a un besoin crucial de communiquer, qu'il utilise tous les moyens. Je rappelle que l'heure de vol d'un Rafale, c'est entre 14 000 et 20 000 euros selon qu'ils sont en état de combat ou pas. Voilà, donc grande démonstration d'inutilité.
grande fanfaronnade. Hein, on retombe dans le Macron qui aime bien la scène aux Pyramides le jour de son élection, les grandes démonstrations. Voilà, un va de la gueule. Et pour l'instant, la France, elle, reste toujours aussi faible, aussi peu crédible, aussi peu respectée, aussi peu estimée. Le général de Gaulle doit faire comme l'hélice du Charles de Gaulle quand elle tourne. Il doit faire des tours de ventilateur dans son cercueil. Je vous chercherai. Je vous trouverai. Et je vous tuerai. Alors, on n'en est pas là, mais le père d'une jeune fille de 12 ans victime de pédocriminalité s'est lancé à la poursuite de son agresseur, une traque qui a porté ses fruits. Un père de famille héroïque, Georges Bilello, découvre des échanges suspects entre sa fille de 12 ans et un individu de 36 ans. Il vérifie, il regarde. Bon, c'est effectivement tragique. L'affaire va loin. La gamine de 12 ans a fait une tentative de suicide. Et ben, c'est grâce à son abnégation. C'est lui qui mène la traque, toujours en restant dans la légalité, puisqu'il ne faut pas contacter, il ne faut pas, j'allais dire, s'affronter à la personne, mais il recoupe, il prend les éléments, il les fournit à la police, et finalement, eh bien, grâce à cette énergie et ce courage de ce père, eh bien, l'individu, le salopard, a évidemment été neutralisé. Je pense qu'il y aura une suite judiciaire, mais c'est quand même très étonnant en France, en 2025-2026, que un papa qui se rend compte que sa gamine de 12 ans est confrontée à un obsédé sexuel, soit obligé de faire, pas sa police lui-même, il n'a sévi personne, mais soit obligé de faire l'enquête. Ça veut donc dire qu'il y a peut-être des centaines, voire des milliers de cas similaires en France, où des enfants sont ennuyés, sont j'allais dire, des mauvaises rencontres, et ben le pouvoir, l'État, les pouvoirs publics ne font rien. Et heureusement qu'il y a un papa courageux qui a pris sur son temps, sur son énergie. J'imagine les mauvais moments qu'il a dû passer. Donc, eh ben, on félicite Georges Bilello. Il mérite au moins, je ne sais pas si c'est la Légion d'honneur ou le mérite national. En tout cas, c'est un exemple à suivre quand la police, qui pourtant fait tout ce qu'elle peut, mais là c'est tellement structurel dans notre société, ne peut pas y arriver. Et bien heureusement qu'un papa défend sa fille de 12 ans, c'est pas glorieux pour la République. Tandis que des pères donneraient leur vie pour leurs enfants, une mère a été condamnée hier pour avoir giflé un enfant que son fils venait de tuer. Vous êtes sûr de l'information ? Oui, et on s'en souvient tous, je pense. Le 27 avril 2024, Matisse reçoit 5 coups de couteau mortels après une altercation verbale avec un jeune Afghan à Châteauroux. Matisse avait 15 ans. Quelques dizaines de minutes avant le crime, Matisse et son meurtrier, accompagnés de 2 de leurs amis, prennent place à bord d'une épave de voiture et se lancent dans un concours improvisé de rap freestyle. Selon les témoignages, Matisse se moque de la prestation du jeune Afghan qui réagit au quart de tour et lui propose un affrontement physique à main nue dans le sous-sol d'un immeuble situé à proximité. Le défi est accepté et remporté par Matisse. Des insultes fusent. L'Afghan retourne chez lui chercher un couteau, puis revient vers le groupe de Matisse, de nouveau installé dans l'épave. C'est là que Matisse reçoit plusieurs coups de couteau, dont un au cœur qui lui sera fatal. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La mère du jeune Afghan arrive elle aussi et gifle Matisse qui gît dans son sang. Hier, elle a été condamnée à 2 ans de prison, dans 10 mois ferme pour ce geste fou. Mais tenez-vous bien, parce qu'on ne fera pas plus ignoble aujourd'hui. Elle a décidé de faire appel de la décision du tribunal correctionnel de Châteauroux, tandis que les faits étaient déjà passibles de 3 ans d'emprisonnement. On espère que la justice, déjà bien trop clémente à son égard, prendra ses responsabilités. La mère d'un meurtrier qui gifle un enfant mort n'a rien à faire dehors. C'est de la barbarie à l'état pur. C'est à part, ça n'a rien à faire. Ça peut arriver dans le monde entier. Enfin, je pense que la sanction aurait dû être immédiate, la peine plus lourde. C'est un acte, c'est absolument abominable. Bon, mais écoutez, on en tire les conséquences. Voilà ce qui peut se produire aujourd'hui en France en 2025. Il y a de quoi s'inquiéter. Espérons que là aussi le législateur et les autorités policières prendront les mesures nécessaires pour que ce genre de scandale, de honte ne se reproduise pas. Je vous chercherai. Je vous trouverai. Vous devez payer vos impôts. C'est ça. L'URSSAF, l'organisme de contrôle des entreprises et de recouvrement, a mis le grappin sur la région qui fraude le plus. Eh oui, c'est l'Île-de-France. L'URSSAF révèle un niveau jamais atteint de redressement consécutif à la fraude. On ne compte plus les entreprises qui ne déclarent pas leur personnel. Et ces actions ont permis de redresser 819,8 millions d'euros. Étant entendu que l'Île-de-France totalise 41% de ces fraudes, et que ça fait quand même 13 000 contrôles. En première ligne, le BTP,
sachez qu'il y a une société à Taverny, dans le Val d'Oise, une société de gardiennage, et bien sûr, ces 498 salariés, seuls 30 étaient déclarés. C'est quand même hallucinant. L'URSSAF, alors on sait bien que la fraude est systématique, le nombre de cartes vitales qui circulent de façon frauduleuse, j'allais dire les morts qui se font soigner, les gens qui n'habitent pas en France et qui profitent de soins qui sont donnés à les gens de leur famille. Donc il était temps que la machine se réveille, et l'URSSAF a un grand mécanisme en plus aujourd'hui de contrôle, 13 000 contrôles je vous disais, l'Île-de-France évidemment parce que c'est là où se concentrent les sociétés où il y a une forme d'embauche moins suivie, moins surveillée. Enfin c'est quand même la foire d'Empagne, ce sont des sommes gigantesques. Je me souviens du président de la République quand il a vu la facture, j'allais dire de la facture des droits sociaux en France, il a dit c'est un pognon dingue. C'est sûr que si en plus de dépenser de l'argent pour des gens qui devraient être pas en bénéficier, mais ça c'est un problème du législateur. Si en plus on apprend qu'il y a près de 819 millions de fraudes qui ont été rattrapées, ça veut dire que parce que c'est quoi? C'est 41% de la fraude seulement. Vous imaginez la masse totale de la fraude à un moment où notre déficit public et où la sécurité sociale a un trou gigantesque. Tout ça est absolument dégueulasse et révoltant. Enfin, bravo à l'URSSAF, continuez comme ça, et on peut dire quoi? Je sais pas. Continuez à contrôler. Non. Moi, j'invite pas à frauder, mais enfin, bravo l'URSSAF. Non, je dis bravo l'URSSAF de contrôler enfin, parce que depuis le temps qu'on alerte, voilà, et on dit oui, mais on peut pas. Là, la preuve, c'est quand ils veulent, ils peuvent. Et là, on a un résultat assez significatif. Il reste encore beaucoup à faire, surtout plus que dans la punition, dans la prévention. Soyez plus vigilants et contrôlez mieux que ça avant de donner des cartes vitales. Une histoire originale. Un couple s'affronte au municipal dans le Calvados. Ils sont en couple depuis 30 ans et ils ont décidé de se présenter chacun de leur côté au municipal dans la commune de Livaro, Pays d'Auge, dans le Calvados. Martine figure sur la liste d'hiver droite, Stéphane sur la liste d'hiver gauche. Elle est maire déléguée d'un village rattaché à leur commune. Lui, depuis 2012 d'ailleurs, lui s'engage pour la première fois. Alors bien sûr, tout le monde se demande à quoi ressemblent les dîners de famille. Eh bien, le couple vit ça très sereinement. Stéphane explique que la vie de tous les jours prime. On ne parle pas tout le temps des élections, dit-il. On s'est promis de ne pas se fâcher. Et ben moi, je trouve ça très inspirant. C'est le mariage de l'amour et de la démocratie. C'est la preuve qu'en République française, on peut évidemment avoir des idées différentes. Vous vous souvenez, vous étiez trop jeune, le film La Zizanie, avec De Funès, Annie Girardot. Voilà, affrontement municipal. Il y avait un autre film formidable entre Spencer Tracy et puis je ne me souviens plus, c'était Catherine Hepburn, là aussi qui s'affrontaient. On peut avoir. Alors j'étais en train de me dire, est-ce que dans mon couple on pourrait avoir des divergences politiques différentes, et je ne sais pas. Moi, je trouve ça très beau. Ça veut dire que c'est la preuve, en tout cas, qu'on peut avoir des idées différentes et qu'on peut continuer à s'aimer, cohabiter. Et puis, quand les sujets qui fâchent arrivent, on les évite. C'est un signe de démocratie municipale. En tout cas, en plus, à Livaro, c'est un village qui nous parle. C'est un des plus célèbres fromages du Pays d'Auge, un fromage normand. Comme quoi, le Livaro, certainement, au lait cru, bien entendu, est un fromage qui apaise les mœurs et consolide la démocratie municipale. Si vous recherchez un petit studio à Bagnolet, on a une perle pour vous, Perico. Oui, je voulais juste vous dire que à Bagnolet, une usine a été transformée en loft. Alors on s'en réjouit, très bien, je ne doute pas, et je vois se multiplier dans le pays ce genre de situation. Donc on a un effondrement de l'industrie française, des usines qui disparaissent parce qu'on confie la production et la fabrication de biens de consommation aux pays asiatiques pour que la grande distribution puisse les vendre moins cher. On ruine le pays, on détruit des emplois, et puis on se réjouit parce que les bobos peuvent avoir un loft. Je ne dénonce pas le fait de faire un appartement 520 mètres carrés, dans une usine. Moi-même, j'habite dans un ancien bureau d'architecte qui a été transformé en appartement. C'est une toute petite échelle dans une rue de Paris, mais je vois souvent de grands complexes industriels transformés en autre chose. Mais ça peut être en parc de loisirs, ça peut être en centre d'attraction, ça peut être en maison de culture. Tout ça, c'est sur le dos, c'est sur le cadavre de notre industrie, de notre richesse. Justement, celle qui permet de payer des impôts, qui permet de payer les soins, qui permet du modèle social français. On est en train de le détruire. Mais si on fait des lofts, écoutez, on est sauvés. L'intelligence artificielle aura-t-elle la peau de l'édition, de l'imagination, de l'écriture, des livres, de tout ça en même temps? On en parle dans un instant avec Laurence De Villers. Restez bien avec nous et n'hésitez pas à nous appeler en direct au 0826 300 300. À tout de suite. Vous allez coopérer, monsieur Anderson. J'ai une mission. Quelle mission? Paix à notre monde.
Ça fait peur. Un livre intégralement rédigé par l'intelligence artificielle, le travail humain réduit à de la simple vérification. Les droits d'auteur menacés, l'IA va-t-elle faire disparaître nos auteurs? On en parle avec la professeure en intelligence artificielle et éthique à la Sorbonne, chercheuse au CNRS, auteure de l'IA, Ange ou Démon, ce nouveau monde de l'invisible, paru aux éditions du Cerf. Bonjour, Laurence de Villers. Bonjour. Merci Laurence de Villers d'être avec nous en studio sur Sud Radio. Effectivement, moi j'ai lu votre livre. Ce qui me choque le plus, c'est la béatitude ou l'insouciance. C'est un progrès scientifique énorme. On s'attendait, on l'a vu dans les films, c'est le robot, c'est la cybernétique. Est-ce qu'on aura des doubles humains avec des clones? Enfin bon, le cinéma nous a prêté tout un tas de scénarios possibles. On y est là concrètement. Les premières indications que l'on a, même si on a quelquefois des choses qui sont formidables dans la modernité, la facilité, les premières indications que l'on a et les premières réflexions sociologiques et même philosophiques sont plutôt inquiétantes, vous trouvez pas? Oui, elles sont très inquiétantes, trop inquiétantes pour l'instant. On devrait mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ces systèmes, qui sont des boîtes noires, mais qu'on peut en tout cas mieux apprivoiser que ce qu'on le fait aujourd'hui. On n'est pas formé. Et je pense qu'il y a une mystification dans tout ça, parce que ces objets, pour l'instant, sont très loin d'une intelligence humaine. Ils n'ont pas d'émotion, de ressenti, ni d'intention propre. Il n'y en aura jamais. Ou vous pensez que si... si on fait du cyborg. Si on fait du cyborg. Pas seulement. Et si on suit les dires de Yann Lequin, et ce que j'ai pu voir aussi dans le monde asiatique, au Japon notamment, et en Chine, l'idée de faire une modélisation à l'intérieur de ces machines des émotions, à travers... on pourrait prendre quelque chose de simple, des variables liées à la souffrance ou à l'aspect négatif, peuvent faire que la machine peut avoir des intentions. C'est-à-dire qu'on peut jouer sur une émotion artificielle. Vous voulez dire que le mot intelligence, qui pour l'instant est assorti de la notion d'artificiel, pourrait devenir l'intelligence... Non. Non. Ça sera jamais une intelligence humaine, on est bien d'accord. Ça sera toujours pas une intelligence humaine, mais ça pourrait être en fait une intelligence différente, liée en fait à une structure qu'on aurait mis à l'intérieur, une conscience artificielle, des émotions artificielles, certes simplistes par rapport à ce que nous sommes nous dans le vivant, mais qui pourraient avoir des effets sur le fait, l'autonomie de la machine, sur le fait qu'elle décide des choses toute seule. Je pense que l'IA agentique munie de ce genre de choses, ça peut aller assez loin. Déjà l'IA agentique, c'est-à-dire cette IA qui perçoit, décide et fait de l'action dans notre monde réel, peut avoir des conséquences non négligeables, peut être attaqué en cyber. Donc on voit là déjà des vrais sujets. Je suis pas dans l'anxiété comme ces gens dont vous parliez, ces experts. Je préfère en fait être sur la compréhension fine de ce qui se passe, et je trouve encore aujourd'hui que nous sommes sous-informés sur la façon dont ces systèmes marchent. Ce soir, je serai au MK2 Odéon Hautefeuille pour en parler et pour démystifier cette super intelligence qui n'existe pas. Laurence de Villers, on est en plein dans la phrase emblématique de François Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », le titre de votre ouvrage. IA, en vous démon, le nouveau monde de l'invisible. L'inconscience dont parle Rabelais, elle est où là? Non-préparation, non-mesure de l'impact? Pas seulement, il y a un biais de confiance, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que quand mes étudiants me parlent par exemple de leurs relations, parce que ce sont des outils de relations, c'est ChatGPT ou autre, ils me disent l'IA ne juge pas, l'IA est neutre, l'IA ne garde pas mes données. Ils ont cette fausse impression d'être en un monde parallèle qui est totalement cloisonné, secret, etc., invisible. Cette invisibilité est en fait un leurre. Et effectivement, leurs données sont récupérées pour faire des modèles plus rapides, plus inventifs et plus près de l'intimité des gens pour les manipuler plus. Et puis, le biais de confiance, c'est de penser ça. Cette IA n'est tout sauf neutre. Alors, c'est pas l'IA, ce sont les gens qui lui donnent des données, qui l'optimisent et qui la rendent autonome. On est en train de jouer avec le feu en apprenti sorcier. Quel est le premier fléau? C'est-à-dire, c'est l'incitation à la paresse, à ne pas faire. Donc, on transfère, on confie à une machine le soin de faire un travail à partir duquel on va être jugé, on va être noté, on va être apprécié. Je crois qu'il y a deux grands méfaits que je vois. Un, qu'on se préoccupe pas de l'apprentissage des enfants et que eux seront des cibles très vulnérables face à ces machines qui vont les manipuler dès l'enfance, des nounours avec ChatGPT à 3 ans. Et le deuxième point, c'est l'idée de remplacer beaucoup de tâches par ces machines qui sauront les faire à peu près, pas avec la même qualité. Et c'est là où il faut trouver la frontière. Sinon, on va désapprendre des sujets extrêmement importants pour notre survie collective. On ne compte plus les familles où les enfants font les devoirs avec ChatGPT le soir. Est-ce qu'il y a moyen, alors les enseignants vous disent, il y a des fois où on le voit, il y a des situations où on peut ne pas le voir.
Oui, je pense qu'on va être bluffé par la capacité de ces machines et puis la capacité des adolescents aussi à les utiliser. Ce sont des gens intelligents. Ah ben, ça va très très vite. Qu'ils n'auront pas appris les fondamentaux. On a besoin de mémoriser pour pouvoir aller plus loin, abstraire plus et comprendre plus. Ces machines ne comprennent pas, elles ne font que restituer des situations que nous n'avons peut-être pas vues. Nous anthropomorphisons ces machines, on projette qu'elles ont des capacités et qu'en plus qu'on peut leur faire confiance. Donc je suis là pour dire, attention, il faut vraiment penser à un système E, système 1, système 2 de Daniel Kahneman, qui était quelqu'un qui a travaillé en économie du comportement. Et le système 2, là, n'existe pas. La machine ne réfléchit pas, ne raisonne pas tel que nous, et donc nous allons suivre les dires de ces machines, et sûrement en étant aussi sur système 1, ce qui fait que personne ne va réfléchir dans cette histoire. Je pense que c'est dangereux. Laurence de Villers, comment empêcher, d'abord comment réaliser, comment cibler, si tout d'un coup on a un nouveau livre de Proust à la recherche du temps perdu, qu'on va titrer différemment avec un autre nom d'auteur, une machine va produire des millions de signes de textes littéraires, ça va être vendu, ça va être lu, comment peut-on, vous voyez, un jour ça arrivera. D'abord, on ne saura pas si c'est vrai ou faux, et comment l'empêcher. Alors, il y a là, on a besoin de réfléchir à plus long terme, de la même façon pour l'éducation. C'est-à-dire que si demain, ces machines fournissent des ouvrages de l'art en multitude, foultitude, qui va les nourrir ? On a besoin de la richesse, de la créativité humaine pour aller plus loin. Si ces machines en sont arrivées là, ça s'alimente quand même. Il faut l'alimenter. Il faut l'alimenter. Et c'est là où j'ai peur que personne ne veuille plus alimenter ces machines s'ils ne sont pas reconnus comme des auteurs et valorisés. Tant mieux. Ça veut dire que la machine s'arrêtera ou pas du tout ? Non, ça veut dire qu'il faut trouver un système, la machine ne va pas s'arrêter, il faut trouver un système pour qu'on valorise tous les auteurs, qu'on comprenne bien la valeur humaine dans la créativité et le fait que ces machines ne vont faire que des pâles copies. Alors, c'est pas tout à fait vrai pour tout, mais en même temps, on nous balade dans les évaluations qu'on fait. Ces machines n'ont pas une intention, une imagination. Par contre, on peut les piloter pour qu'elles aillent sur des points intéressants en mathématiques, dans la santé, pour trouver en physique des théorèmes, pour tout un tas de sujets, c'est vrai. Mais n'oubliez jamais qu'il y a des humains qui sont là, qui ont construit ces algorithmes, qui les ont nourris de données, qui les ont optimisés, qui ont décidé de tous les paramètres internes, et tout ça dans une vision, dans un usage. Donc attention à ne pas comprendre autre chose que la machine fait tout cela toute seule. Question basique, à qui profite le crime aujourd'hui ? Vous l'avez bien dit, à qui ? À tous ces financiers qui sont sur la finance de tout cela. L'économie va très bien. Alors, elle va très bien. Où elle va s'arrêter à un moment donné, mais je pense qu'elle continuera à aller très bien. On commence à remplacer les gens, et ça, c'est le deuxième sujet extrêmement important. C'est une bulle gigantesque. Non, elle va continuer. Je ne pense pas qu'elle va éclater. Mais par contre, on ne se préoccupe pas de l'emploi des jeunes. Or, aujourd'hui, si on licencie des jeunes parce qu'ils sont en entrée, qu'ils n'ont pas l'expertise dans tous les domaines, que ce soit avocat, médecin ou en passant par d'autres métiers, on va se tromper d'objectif. Il faut qu'on raisonne à une vision un peu plus lointaine. C'est-à-dire que si demain, les jeunes n'apprennent pas avec des experts capables de débusquer quand la machine répond mal, quand elle n'est pas bien calibrée, eh bien, on ira dans le mur, on va aller vers une chute progressive parce qu'ils n'auront pas appris autre chose que de suivre ces foutues machines. Alors, quand on a eu peur de l'informatique, il y a 30-40 ans, on a instauré la CNIL, le Conseil national d'informatique et liberté, une instance qui était là pour contrôler qu'il n'y ait pas de débordement, que ça n'aille pas trop loin. Est-ce qu'on peut imaginer un Conseil national de l'intelligence, un CNIA, Conseil national de l'intelligence artificielle, qui serait là pour réguler, s'assurer que ça ne va pas trop loin, que la législation veille au bon fonctionnement de cette intelligence artificielle et que surtout elle ne s'empare pas de pouvoirs qui ne sont pas les siens, ou c'est impensable de créer un organisme de ce genre? Souhaitable, impensable dans le climat international qui est le nôtre en ce moment. Il faudrait que ce soit mondial d'ailleurs. Bien sûr. Donc européen et mondial, bien sûr. Donc les plateformes sont la majoritairement américaine. On parle de souveraineté chez nous, mais en fait, on est en coalition avec tous les États du monde, avec les États-Unis pour certains aspects, avec la Chine pour d'autres. Donc, il est évident que ça doit être mondial. Or, je ne vois pas arriver cela réellement, comme tout le monde. Les GAFAM vivent ou vivront uniquement de l'intelligence artificielle. Non, les GAFAM, pour l'instant, ils vivent de la publicité et même pas de l'IA. Mais ils vont s'en emparer. Ils vont s'en emparer inévitablement. Oui, pour l'instant, c'est pas rentable. Et là, ça fera mal. Oui, d'accord. Oui. Là, ça peut faire mal, mais c'est surtout, moi je suis très inquiète par rapport à l'objectif plutôt armé, si vous voulez, c'est dual, l'intelligence artificielle. On peut faire des choses formidables, on peut faire la même chose détestable, des drones qui vont décider de leur cible et qui vont aller attaquer partout.
dans la classe politique, vous sentez un début d'inquiétude? Vous pensez qu'il y a des parlementaires ou des responsables politiques qui commencent, comme vous, à vous inquiéter en disant, faudrait peut-être qu'on pose des jalons? Moi, ça fait depuis 4-5 ans que je suis dans cet état-là. Je sais. Or, je vois pas beaucoup la dynamique portée. Je la vois, par exemple, dire, on va interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Bon, d'accord. Et quoi d'autre? Donc j'ai l'impression qu'on a toujours un train de retard sur la vision qu'il faudrait construire de cette IA qui déferle sur nous. On a besoin d'être en pluridisciplinarité et d'être dans l'action, pas seulement dans la réflexion et dans l'écriture de livrables autour de l'éthique de l'IA, ce que j'ai fait pendant 4 ans. Vous voyez, donc il faut une action qui soit proche des industriels, parce que le milieu industriel a besoin de la recherche, a besoin aussi de comprendre les politiques et d'actionner la politique. Qu'est-ce qu'ils font en Chine de mieux que nous? Eh ben ça, par exemple. Alors on peut dire c'est géré par le haut, totalitariste. D'accord, mais en attendant, il y a des vraies ambitions industrielles qui sont des visions communes avec une force de frappe. Nous n'avons pas ça, nous devons le faire, et sur l'éducation, c'est la même chose. Donc, nous devons organiser mieux les ressources que nous avons, et nous en avons. Donc je suis plutôt positive sur l'avenir si on arrive à créer une vraie dynamique en Europe et en France. Donc un sujet à mettre sur le programme des candidats à la présidence de la République. Il faudra à un moment donné qu'ils s'en inquiètent. Merci Laurence de Villers d'avoir été sur Sud Radio aujourd'hui, auteur de l'IA Anjou-Démon, le nouveau monde de l'invisible, à lire absolument. Et ce soir, MK2 Odéon Hautefeuille, 19h, pour détruire la super intelligence de l'IA. Message reçu. Et maintenant, nous allons recevoir Olivier Vial et le docteur Romain Lasseur qui vont nous parler de quelque chose d'assez effrayant. La guerre contre les espèces invasives aura-t-elle lieu? Vous êtes tous confrontés à cette situation, des moustiques, des fourmis, des sangliers, des rats. Appelez-nous au 0826 300 300 et je peux vous dire que les moustiques, c'est pas l'intelligence artificielle, ce sont des vrais. Emmanuel Galasso prendra votre appel et vous pourrez poser la question à nos 2 spécialistes si vous êtes confrontés à cette tragédie des espèces invasives. Le face-à-face. Vous êtes bien sur Sud Radio en ce mardi 3 mars 2026, il est 13h04. Je suis en face-à-face avec 2 spécialistes. Alors, je ne vais pas vous parler de missiles sur Téhéran, ni de menaces terroristes, ni de grands emplacements idéologiques. Je vais vous parler d'un fléau qui est chez nous. On l'a vraiment sous nos yeux en permanence, quelquefois sous nos fesses et sous nos pieds. C'est celui des espèces invasives. Le document que j'ai sous les yeux, que j'ai lu, la guerre contre les espèces invasives aura-t-elle lieu? Donc on parle bien de guerre. Nous sommes en guerre. C'est une phrase que le président de la République a bien prononcée. On aurait aimé qu'il la prononce aussi à ce propos. Et je reçois d'un côté le docteur Romain Lasseur, docteur en toxicologie animale et expert européen en faune invasive. Et puis Olivier Val, que j'ai le plaisir de retrouver parce qu'on a souvent bataillé ensemble sur les ondes de BFM TV. Directeur du CERU, c'est le Centre d'études et de recherche universitaire. Et vous vous êtes rassemblés tous les deux pour tirer une grande sonnette d'alarme, très solennelle, très documentée, très sérieuse, sur ces bestioles qui viennent nous pourrir la vie. Je vais commencer par vous, puisque vous êtes scientifique, Olivier, tu m'excuseras. Romain Lasseur, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez considéré qu'il fallait lancer un signal d'alarme à travers un livre, interpeller les pouvoirs publics et la société? On arrive à un point là où ça commence à devenir très très embêtant et très dangereux. Oui, alors moi ça fait maintenant une vingtaine d'années que je travaille sur la dynamique de ces espèces-là. Donc moi mon métier c'est d'essayer de les comprendre et d'essayer techniquement et scientifiquement de comprendre comment ils arrivent à échapper et à passer entre la maille du filet. Et puis j'ai vu poindre un certain nombre de mouvements idéologiques qui, dans certaines conditions, nous empêchaient de pouvoir les réguler, de pouvoir mettre en place des observatoires, de pouvoir intervenir, je dirais, soit par anticipation, soit en réaction rapide. Et c'est la raison pour laquelle, pour essayer de comprendre, et n'étant pas la science dans laquelle j'ai œuvré, ma spécialité, c'est la raison pour laquelle je me suis tourné vers Olivier. Lui étant plutôt spécialiste de ces différents mouvements sociologiques, là où moi c'est plutôt des mouvements scientifiques et dynamiques, quoi. Alors Olivier Vial, vous avez les travaux du docteur Romain Lasseur, mais vous êtes le sociologue, j'allais dire, de l'affaire. Vous voulez interpeller la société, les pouvoirs publics, la classe politique, en disant il faut faire quelque chose. Ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'effectivement on était victime de 2 invasions parallèles. La première, effectivement, c'est celle qu'a documentée depuis des années Romain, qui est
les invasions de ces espèces. Alors on parle à la fois d'espèces invasives exotiques comme le frelon asiatique. On va les citer, on va les passer en revue une par une dans le détail. Mais aussi vous allez me les décortiquer. Des espèces qui sont bien de chez nous, comme en tout cas depuis des millénaires, voire des millions d'années, comme les tiques ou les punaises de lit. Voilà. Mais surtout, on s'est aperçu qu'il y avait une deuxième invasion, qui était une invasion idéologique et qui, en fait, nous avait empêché de voir l'étendue du problème. Parce qu'en fait, on s'est aperçu en écrivant ce livre, en tout cas moi, qu'il y avait eu déjà beaucoup de signaux d'alerte. L'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. Alors c'est quoi l'IPBES? C'est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. C'est une réunion d'experts scientifiques sous l'autorité de l'ONU et qui dit déjà depuis quelques années que les espèces invasives, c'est le 5e cavalier de l'apocalypse. Qu'il y aura 60% des espèces animales et végétales qui risquent de s'éteindre et que les espèces invasives sont responsables à elles seules de 20% de ces extinctions. Et bien pourtant, pendant des années, on a fait semblant que ça n'existait pas. Et c'est effectivement, on y reviendra, mais une vraie menace sanitaire, une menace économique, ça a un coût qu'on a du mal à mesurer, mais dont on voit qu'il est exponentiel et qui touche vraiment nos économies. Et puis, c'est un coût pour la biodiversité, pour l'environnement. Et là, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait plein de mouvements qui, par idéologie, avaient choisi de ne pas regarder ça alors qu'ils se disent écologistes. Alors justement, Romain Lasseur, Olivier Vial, vous ouvrez un nouveau concept. Ce n'est plus l'homme est un loup pour l'homme, c'est l'homme est un moustique tigre pour l'homme, ou une punaise de lit pour l'homme, ou un rat pour l'homme. C'est-à-dire que vous êtes en train d'expliquer qu'effectivement, sur des dogmes idéologiques, tout à fait respectables, préservation de la nature, de l'environnement, la nature est géniale, nous sommes, nous, capitalistes, affreux bourgeois, c'est nous qui sommes décadents, et on peut transformer cette planète en cauchemar si on prend pas tout de suite des mesures nécessaires. Il y a déjà certains territoires qui sont particulièrement atteints, d'autres qui sont invivables. Il y a des zones géographiques pour des raisons climatologiques où il y a toujours cette réalité, mais les populations y vivent avec. Là, on est confronté chez nous, dans notre confort occidental, avec des bestioles qui n'ont rien à y faire, qui ont été amenées par la globalisation, et qui commencent à tuer. Hein, on est d'accord? Il y a déjà des cas de mortalité. Le cas du moustique, c'est le cas. Hein. Le moustique tigre. Même le moustique en général, qui est le serial killer le plus important. Ouais, de la planète, ouais. De la planète, c'est celui qui tue le plus d'hommes, plus d'1 million de victimes. Ouais, 1 million de victimes. Vous parlez de 3 menaces. Alors, il y a plusieurs variétés. Hein. Vous parlez des 3 premières, le moustique tigre, la punaise de lit et les tiques. Vous les mettez à part parce qu'elles sont plus nocives que les autres ou... En tout cas, c'est les 3 espèces qui ont, pour lesquelles on a davantage chiffré l'impact sanitaire sur les populations. Moustique tigre, c'est une arrivée un peu après les années 2000 en France. Et là, on a découvert plus de 1500 cas de chikungunya. Voilà, le chikungunya qui est un virus, une bactérie. Un arbovirus. Donc, donc c'est 4 principaux arbovirus qu'on connaît: chikungunya, la dengue, la fièvre jaune et le Zika. Et on se disait depuis très longtemps, quand on parlait de ces maladies, c'était des maladies exotiques. Et à aucun moment on pouvait imaginer que ces maladies arriveraient en France. Et là, elles sont bel et bien ici. Là où on a eu 34 cas de chikungunya importés en 2024, oui. On en a eu plus de 1500 en 2025. En un an. En un an. 30, et donc, 34 de 34 à plus de 1500. Donc quand Olivier parle d'exponentiel, on est même au-delà de ça. Ça signifie que plus le vecteur s'installe, plus le risque épidémique s'installe également. La punaise des lits, c'est 1,5 million de Français touchés tous les ans par cette alors au-delà des buzz qu'on a pu avoir sur les différents médias. Aujourd'hui, c'est une réalité de terrain. C'est pour 11% des foyers à peu près. On dit que c'est 11% de la c'est ça. Alors il y a une étude récente qui vient de sortir, Ipsos Bad Bugs, qui dit que on a 65% des Français qui ont été en 62 à 65% des Français confrontés ces 5 dernières années. Voilà. Donc ça signifie que on n'est plus à la marge, quoi. Et les tiques? Les tiques, alors dans les campagnes, bien sûr, sur les animaux domestiques. Alors les tiques, plusieurs espèces, mais il semblerait que à peu près les 10-20 dernières années de gestion forestière qu'on a mis en place, et notamment le fait qu'on ne pratique plus l'écobuage, c'est-à-dire le fait de brûler, brûler les résidus au sol, plus une prolifération d'un certain nombre d'espèces de grands gibiers comme le chevreuil, comme le cerf et comme le sanglier, fait qu'on a une ressource alimentaire et on n'a plus de pratiques qui permettent de réguler ces parasites. Et donc, en fait, il semblerait qu'on ait autour de 50 000 cas de maladie de Lyme en France. Alors, il y a plusieurs espèces de tiques en France, mais c'est 50 000 cas dont on ne parle jamais. Maladie de Lyme qui est une véritable tragédie. Une tragédie. Elle passe comme ça, comme un accident rural, mais quand on est confronté, j'ai connu 2 cas. C'est une tragédie, et
tous les signaux nous montrent que ça va être de pire en pire. Et souvent, elle a été très... Pour le coup, c'est ce qui est intéressant dans la maladie de Lyme, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a en plus le périple pour la faire reconnaître par les médecins. Très souvent, c'est très long. Olivier, je voulais vous poser une question. Ouais. Est-ce que les pouvoirs publics ont été alertés? Ils le sont, bien entendu. Est-ce qu'au sein des instances gouvernementales ou législatives, il y a déjà un début de réflexion? Et est-ce que vous pouvez proposer, vous, des premières mesures à prendre pour, dans certains cas, pour limiter la casse, oui, bien sûr. On n'en est pas là? Alors effectivement, en tout cas, on a déjà la difficulté, c'est plutôt au niveau effectivement politique national, parce que par exemple les agences de santé, que ce soit sur le chikungunya, le Zika, etc., commencent déjà à dire que on est en situation où on sait gérer pour l'instant, mais si ça monte, et on sait que ça montera, on est déjà avec des risques de saturation de nos dispositifs à la fois hospitaliers en cas de justement de contamination, mais aussi en cas de nos dispositifs effectivement de protection et de façon de lutter. En plus, il y a on a les thérapies ou on n'a pas toutes les thérapies? Alors ça dépend pourquoi. La problématique, c'est souvent des thérapies qui sont de l'accompagnement symptomatique. Oui. On soigne et on essaie de soulager le patient au fur et à mesure des symptômes qu'il développe. C'est des symptômes grippaux, des syndromes articulaires, des syndromes de maux de tête ou des céphalées. Mais ça apporte aussi des maladies nouvelles. Ça apporte aussi des maladies nouvelles, nouveaux vecteurs, nouvelles maladies, nouvelles dynamiques et donc nouveaux symptômes. Et donc avec effectivement quelquefois des difficultés. Alors pour le chikungunya, le Zika, on est sur des maladies où il y a une déclaration obligatoire. Donc effectivement, elles sont bien suivies. C'est plus compliqué pour la maladie de Lyme où effectivement là on a plus de mal à la diagnostiquer, mais on a aussi plus de mal du coup puisqu'on la prend très souvent tardivement, donc avec des séquelles qui peuvent être plus importantes. Ce qui est aussi intéressant dans ce que disait Romain, c'est que on s'aperçoit que on a aussi pour de bonnes raisons créé des environnements qui sont finalement extrêmement favorables au développement de ces espèces. C'est vrai pour l'éthique avec effectivement la volonté justement pour préserver la biodiversité, d'éviter des coupes rases, d'éviter les cobuages, de laisser au sol des broussailles de façon à justement favoriser la biodiversité. Mais dans cette biodiversité, on augmente le risque d'avoir des tiques. Et c'est la même chose pour l'ANSES vient de tirer la sonnette d'alarme. C'est la même chose en ville, puisque au moment où on est en pleine élection municipale, où toutes les mairies nous parlent pour lutter contre le réchauffement climatique, de zones vertes, de végétalisation, etc. L'ANSES dit attention, faites-le correctement parce qu'il y a un risque effectivement que vous importiez des virus, notamment ceux qui sont liés aux moustiques, en ville de façon extrêmement importante par cette végétalisation, si elle est mal comprise. Sommes-nous en guerre contre les espaces invasifs? Je reçois le docteur Romain Lasseur et Olivier Vial qui ont publié cet ouvrage, La guerre contre les espèces invasives aura-t-elle lieu? C'est quand même un document édifiant, terrifiant, mais très important à lire. Vous-même, je suis sûr, est-ce que vous avez rencontré, alors le moustique-tique peut-être moins souvent, des punaises de lit, des tiques, et ensuite on va parler des mammifères, les rats, bien entendu, les sangliers. Je suis sûr que chacun d'entre vous, dans vos territoires, vous avez été confronté à ces gentilles bestioles, à ce fléau. Vous avez un avis à nous donner, un témoignage à nous apporter, des questions à poser aux deux spécialistes, parce que vous avez envie évidemment de vous protéger et vous préférez prévenir que guérir. Vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel Galasso attend votre appel et il a pas de tic, laissez de prendre le téléphone et on pourra échanger à trois. Je pense que vous sortirez mieux avertis de cette émission que lorsqu'elle a commencé. À tout de suite sur Sud Radio. Leclerc, pour votre santé, bougez plus. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Perico Légas. Je reçois le docteur Romain Lasseur et Olivier Vial qui ont publié La guerre contre les espèces invasives aura-t-elle lieu, qui sort demain, 4 mars. Alors, ouvrage à consulter absolument, sauf si vous vivez dans une bulle ou dans un cocon. On est tous confrontés à ces joyeusetés, donc les moustiques, les insectes, les nuisibles, les rats, les sangliers. Et ces deux spécialistes font un tableau, je vais pas dire apocalyptique, je pense qu'on a assez de sources d'informations qui détériorent aujourd'hui pour en rajouter une. Sauf que celle-là, elle est chez nous, elle est concrète. Elle est sous nos pieds, dans notre lit, sous nos toits, dans les forêts, et qu'on peut tout de suite y remédier. En tout cas, un homme averti en vaut deux. Je vais augmenter la population, mais vaut mieux être bien informé. Et en tout cas, avec ce document, vous allez comprendre. Olivier Vial, c'est dû quand même à la globalisation heureuse dont on nous a parlé. Ça fait partie des joyeusetés du fait qu'on peut se circuler sur la planète, la libre circulation des hommes et des marchandises. Ça vous amène ces petits cadeaux en surprise. Oui, alors effectivement, c'est sûr que l'augmentation
du commerce mondial notamment a accéléré le dispositif. Mais en fait, on s'aperçoit que il y a quelques espèces qui ont migré toutes seules. La majorité, elles ont migré. Alors, soit effectivement volontairement, parce qu'il y a eu des espèces qu'on a introduites sur notre sol volontairement. C'est le cas, par exemple, du rat musqué qu'on a utilisé pendant longtemps pour justement sa peau. Ça a été le cas des écrevisses de Louisiane qui ont été amenées en Espagne notamment au début pour leur chair. Hein. J'adore les écrevisses, mais j'ai compris ensuite qu'il y avait des effets secondaires qui étaient beaucoup moins réjouissants. C'est effectivement, et là typiquement c'est ce qu'on appelle une évasion, c'est qu'effectivement à un moment donné elles se sont évadées de certains viviers et très rapidement ça s'est développé de façon très massive et aujourd'hui c'est clairement une des espèces les plus invasives. On a eu le cendre dans les années 60 qui a colonisé, mais c'est très bon. Maintenant on a le silure qui est en train de transformer les rivières en baignoires, il n'y a plus rien. Le silure pour le coup c'est une espèce qui était, c'est intéressant parce que c'est une espèce qui était déjà là il y a très longtemps, qui avait quasiment disparu et qui est en train de revenir et qui revient en mode invasif. Là aussi ce qui est intéressant c'est qu'on voit que certaines espèces peuvent pendant des années rester simplement en dormance et passer en mode invasif parce que du coup dans l'écosystème il n'y a plus de prédateurs ou il y a une modification de l'écosystème qui les aide. Je vous raconte pas les ravages dans les rivières. Et alors pardon pour mes copains pêcheurs, mais les crétins qui remettent le poisson à l'eau après s'être fait photographier dans le journal local, c'est quand même d'une bêtise. Alors sur la silure en plus il y a eu une législation qui a changé l'année dernière. Normalement maintenant il est interdit de la remettre à l'eau parce qu'effectivement il était temps. Je sais, mais c'est pas faute d'avoir rien. Où vous avez raison, c'est que on a et c'est d'ailleurs ce qui fait que beaucoup de militants un peu radicaux considèrent que c'est d'abord la faute de l'homme. Alors c'est effectivement l'homme est souvent responsable de ces invasions. Sauf que ce que nous on essaie de montrer, c'est qu'il est à la fois le responsable, mais aussi le seul à être en capacité de réguler ces espèces. Et en gros vouloir mettre la responsabilité sur l'homme en le disqualifiant pour après être régulé, c'est le danger qu'on a connu ces dernières années et qui effectivement nous amène dans cette impasse aujourd'hui. Alors messieurs, nous parlions en antenne de notre ami le frelon, en particulier le frelon asiatique que je sais très bien reconnaître maintenant et mes enfants aussi, bien sûr, voilà. Il est virulent par rapport à l'autre, le bon frelon européen qui est un peu plus jaune, un peu plus pâteau. Celui-là, il est nerveux et on sent qu'il est agressif. Vous nous expliquiez tout à l'heure, Romain Lasseur, que c'est une mère au départ qui a pondu en 2004. On part du principe que un tout petit peu après les années 2004, en fait, on a l'introduction accidentelle d'une femelle fécondée. Une femelle qui arrivait d'où qui arrivait de Chine, dans des poteries chinoises et qui a été introduite notamment, plus particulièrement dans le département du Lot-et-Garonne. Et puis, un maraîcher s'est aperçu avec des apiculteurs qui avaient des nids bizarres, un nid bizarre qui avait été fait dans un arbre, qui n'avait pas la forme d'un nid de frelon commun, ni de guêpe germanique, et il s'agissait bien du premier nid de frelon asiatique. Donc il y a 22 ans. Il y a 22 ans. Et en 22 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Et en 22 ans, on a plus de 70 départements qui sont couverts aujourd'hui. Et donc, on voit bien que c'est des espèces qui sont plastiques, mais qui ont une vraie capacité de réparer leurs erreurs génétiques. Ça veut dire que d'une fondatrice, on arrive à avoir des milliards d'individus. Vous êtes en train de me dire qu'il y a une consanguinité sur des milliards d'individus avec la même maman et que cet animal, sans intelligence artificielle, répare ses codes génétiques pour pouvoir se reproduire. Il a une intelligence qui n'est tout sauf artificielle, ça c'est clair. Intelligence naturelle. Ouais, c'est ça. On a une consanguinité sans impact. Donc ravage pour les apiculteurs. Si on a des apiculteurs qui nous entendent sur Sud Radio, appelez-nous, témoignez, racontez-nous ce qui vous arrive. Je sais qu'il y a des situations cauchemardesques. Aujourd'hui, on estime qu'un tiers des abeilles vont être menacées directement et principalement par le frelon asiatique. Et ça ne ferait qu'augmenter parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qu'on a vu, on a mis 20 ans, plus de 20 ans à décider ce qu'on allait faire. Pendant 2 ans, le frelon asiatique n'était pas en mode invasif. Il y avait quelques nids et on aurait été en capacité d'agir. Mais il a fallu qu'on décide si c'était une espèce nuisible, il a fallu qu'on décide tout ça. On a mis, en fait, la loi est passée juste l'année dernière. La première loi est passée l'année dernière pour dire qu'il fallait faire quelque chose. On a mis 20 ans à légiférer sur cette question-là. Ça, c'est la France. En 20 ans, effectivement, on est passé de quelques nids à, comme le disait Romain, aujourd'hui, on parle entre 500 000 et 1 million de nids, donc plusieurs milliards de frelons sur notre territoire. Alors, techniquement, on sait détruire. Aujourd'hui, on part du principe qu'il faudrait détruire entre 75 et 90% des nids. C'est une vraie invasion. Comme dans les films de science-fiction. Exactement. Pour maintenir l'espèce, en tout cas la faire régresser. Aujourd'hui, on estime qu'on détruit à peu près 45% des nids. C'est-à-dire que la bataille est perdue. Qui plus est, administrativement, le classement des espèces intervient tellement tardivement par rapport à la capacité qu'on a techniquement d'agir sur le terrain des professionnels. On viendra sur parce qu'on a un auditeur qui s'appelle Marc, qui nous appelle de Paris. Bonjour Marc.
Bonjour, monsieur Périguléas, bonjour Sud Radio. Vous êtes confronté à ces gentilles bestioles, vous aussi? Alors, c'est vrai que j'ai vu dans une de nos pièces une espèce de frelon énorme qui résistait à tout. Enfin bon, il a fini par s'engloutir dans un endroit où j'avais jeté des chiffons, puis il doit être mort, mais c'est impressionnant. Non, mais c'est surtout d'autres soucis. Moi, je suis au nord de Paris, près des anciennes fortifications de la guerre 70, et là, bon, il y a un dénivellement de 4-5 mètres par rapport au sol. Jacques Chirac avait créé une vingtaine de stades de 400 mètres autour de Paris. Et là, les rats, dans les rues, vont se nicher dans la terre qui est au-dessus de ces murs. Bon, alors je sais que notre maire du 17e, M. Boulard, avait fait une guerre contre ça. La ville de Paris a promis des choses apparemment. Premièrement, je pense qu'on manque de poubelles. Alors ils ont fait des poubelles, c'est des belles corbeilles sacs plastiques, mais les rats vont les trouver. Il faudrait faire, et en mettre beaucoup plus. En plus, côté 18e, ils ont enlevé les grilles en fond des arbres et du coup il y a des espèces de jardins là et je pense qu'ils vont se nicher là. Bon, ça c'est pour les rats. Alors il faudrait donc développer le nombre de poubelles dans Paris partout, supprimer ces machins autour d'arbres où ils font des plantations qui sont moches en plus, peu importe, et puis de là, et puis surtout faire des poubelles qui sont bien fermées et en mettre beaucoup plus. Bon, deuxièmement, dans nos bâtiments de 8 étages, il y a 2 personnes qui habitent au 3e, assez distantes de 2-3 escaliers là, et il y a eu des souris dans leur maison, je sais pas comment, et pour une des personnes, ces souris ont apporté des punaises de lit parce que c'était sur les souris, c'est des machins, des petites bestioles de la taille d'une puce, et du coup elle est ça, c'est pas des machins russes apparemment, et visiblement elle a fait des trucs particuliers dans son appartement, enfin les literies et tout enlevé et tout ça, voilà donc. Après, vous avez une jolie collection, Marc, je vois que vous avez expérimenté différents cas de figure. Comment ? Je dis, vous avez expérimenté que vous avez différents cas de figure. Vous êtes en plein dans ce que Romain Lasseur et Olivier Val racontent. Ah ben là, non, mais en plus, c'est des moustiques. Elle n'arrive pas même qu'il y a du chikungunya, mais c'est effectivement, c'est les choses apportées comme il dit, dans les ports et tout ça, quoi. Forcément, les voyages. Enfin, voilà, donc c'est une horreur. Enfin, voilà ce que je veux dire. Et je pense qu'il faut mettre plus de poubelles déjà, enlever les quilles de culture où il n'y a rien, là, autour des arbres, dans certains coins de Paris, et puis mettre Alors, en plus, c'est vrai, les corbeilles qui ont été faites, là, avec beaucoup d'art, je pense, mais bon, c'est des espèces de corbeilles à sac plastique. Les gars qui viennent les enlever, c'est pas des gars qui enlèvent les ordures. Alors le sac plastique, ils le mettent dehors et puis ils le laissent comme ça. Ils en mettent un autre neuf, mais ils n'enlèvent pas celui-là. Donc je sais pas quelle est la mission. Je pense qu'il faut avoir tout ça, quoi. Voilà. Marc, on fait réagir. Je commence par Olivier Vial. Les mesures administratives que peut prendre une municipalité quand elle est confrontée à un fléau invasif. En tout cas, il y a celles qu'il faut pas faire, c'est celles qu'ont utilisé la mairie de Paris, puisque la mairie de Paris, en fait, avait commencé à réfléchir à la lutte contre les rats, puis finalement. Voyant qu'elle n'y arrivait pas et voyant qu'une partie de sa municipalité était très idéologique là-dessus, ils ont décidé de changer de stratégie et ça a été cette fameuse stratégie de apprenons à cohabiter avec les rats. Il y a eu un projet, par exemple, moi qui m'a marqué, dont on parle dans le livre, qui est le projet Armageddon. Quand on utilise ce mot-là, on a l'impression on va mettre tous les moyens dans la lutte contre les rats. En réalité, le projet Armageddon, c'est un projet soutenu par la mairie de Paris, soutenu par l'Agence nationale de recherche à hauteur de 380 000 € et par le Muséum d'histoire naturelle, dont l'objectif, c'était pas de lutter contre les rats, mais de lutter contre les préjugés contre les rats, de s'interroger dans la littérature pourquoi la littérature nous avait fait peur des rats, et tout ça effectivement dans une logique où on veut essayer de nous faire comprendre que ça sert à rien de lutter contre les rats, il faut juste qu'on apprenne à vivre avec ses nouveaux voisins. Je me souviens de cet élu qui avait les son voisins rat non humains. Les voisins non humains. L'élu du 11e arrondissement qui fait encore campagne aujourd'hui avec un rat sur l'épaule en oubliant de nous dire que c'est un rat qui est domestiqué. Si vous faites la même chose avec un rat que vous récupérez dans une poubelle, ça va pas se passer de la même façon. Donc ça, effectivement, c'est des choses qui sont extrêmement graves parce qu'on voit effectivement une augmentation des maladies, de la leptospirose, mais effectivement, Romain sera plus compétent pour dire ce qu'on peut faire, mais vous avez raison, l'auditeur a raison. D'abord, c'est une meilleure gestion des déchets, mais il y a aussi une lutte contre les rats qu'il faut mettre en application. Vous êtes sur Sud Radio. Je reçois Romain Vasseur et Olivier Vial qui ont écrit La guerre contre les espèces invasives aura-t-elle lieu aux éditions du Rocher, publication demain 4 mars. Appelez-nous si vous êtes confrontés à ces joyeuses tiges, si vous avez quelques bestioles, quelques insectes, quelques animaux nuisibles, peut-être des sangliers qui sont venus ravager votre jardin ou des rats qui pullulent dans la cave. Bon, on est tous confrontés à ça. C'est une réalité française. Apportez-nous votre témoignage et votre coup de gueule éventuellement. Nos deux spécialistes y répondront. Vous appelez au 0826 300 300 et je vois Emmanuel Galasso qui attend votre appel. Il est là comme un frelon. Il bourdonne autour du téléphone. Appelez-le, vous aurez le meilleur accueil sur cette antenne. À tout de suite sur Sud Radio.
Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Je ne parle pas de guerre, ni de missiles, ni de rafales. Je parle de moustiques tigres, de punaises de lit, de tiques, de sangliers, de rats, avec le docteur Romain Lasseur et Olivier Vial, qui sont les auteurs de La guerre contre les espèces invasives, aura-t-elle lieu. Merci, messieurs. Comme si on n'avait pas de source d'angoisse suffisante pour nous dire qu'on va se faire piquer les fesses. Non, avec docteur Romain Lasseur, vous êtes très sérieux, avec des maladies mortelles comme la blastospirose ou la lyme. On va revenir un peu sur le problème idéologique. Oui, c'est vrai, nous sommes tous des défenseurs de l'environnement. Là, on a vu dernièrement le débat très animé, quelquefois virulent, entre les défenseurs de la nature qui ne veulent pas de produits phytosanitaires et les industries, les agriculteurs et l'agro-industrie qui dit mais si on n'a plus de produits pour protéger nos noisettes ou nos betteraves, qu'est-ce qu'on va devenir? Et vous êtes en train de dire, ok, d'accord, on va pas tuer, on est un peu comme dans la religion hindoue, il faut pas tuer le moindre insecte parce que c'est peut-être une vie qui s'est réincarnée dedans. Vous êtes en train de dire on va dans le mur, il faut prendre des mesures d'urgence, peut-être pas sympathiques, mais si on les prend pas, là, les conséquences seront encore plus épouvantables. En fait, effectivement, on a vu notamment la question justement du droit animal et du bien-être animal. C'est devenu un sujet consensuel. Aujourd'hui, 95% des Français sont attachés à un meilleur bien-être animal. Sauf que dans le même temps, et ça c'est peut-être quelque chose que les élus n'ont pas compris, ça s'est considérablement radicalisé idéologiquement et en termes de militantisme. On est passé de la protection animale à la libération animale. Et du coup, petit à petit, on a eu des courants extrêmement radicaux, très idéologiques, qui ont considéré et c'est né de ce qu'on appelle l'antispécisme, que ce qui comptait, c'était le fait de défendre les animaux sentients. Voilà, il n'y a pas de spécificité humaine. Et il n'y a pas de spécificité humaine. On est des animaux comme les autres. Et en plus, on est méchants. Et puis surtout, il n'y a pas d'espèce. En gros, pour eux, il y a un livre qu'on cite qui est Faut-il sauver l'ours blanc? Ah bah, tout à fait. Pour eux, non. Aucune raison de sauver un ours blanc plutôt qu'un moustique. Chaque individu a le même degré de respectabilité, et donc même s'il y a une espèce qui est menacée, on n'a aucune raison d'intervenir. Donc d'après eux, il n'est pas nécessaire d'intervenir pour sauver l'écrevisse à pattes blanches qui est autochtone face à l'écrevisse de Louisiane. Ça serait même pour certains un peu raciste que de dire ça. C'est la même chose. Ah ben ils y vont, ils vont sur ce terrain-là. C'est même effectivement la même chose sur l'abeille. Il y a quand même certains spécialistes qui nous disent que en fait on défend l'abeille parce que c'est le seul animal qui a un syndicat pour le protéger, mais que en fait en réalité si le frelon asiatique veut manger des abeilles, il est tout à fait légitime et on n'a pas à intervenir. Et cette non-intervention nous conduit effectivement dans une impasse et finit par nuire aux vivants en général. C'est qu'on réduit la biodiversité. On est aujourd'hui, 60% des espèces peuvent être menacées d'extinction, dont une grande partie à cause de ces espèces invasives. Donc il faut qu'on soit en capacité d'agir. Alors messieurs, vous suscitez l'inquiétude, puisque je vois, nous avons un appel de Christian de Chevreuse, ensuite nous aurons Maryse de Bézancourt et puis aussi un appel de Narbonne. Christian, dans la vallée de Chevreuse, est-ce que vous avez des animaux sympathiques ou des animaux nuisibles? Est-ce qu'il n'y a que du daim et du renard, ou vous avez aussi des choses moins joyeuses? Bonjour Perico, bonjour à vos invités. Alors oui, j'ai notamment des sangliers, mais c'est pas pour ça que je vous appelle, c'est pour un animal que je connaissais dans le sud de la France, à Avignon, entre Avignon et Toulon, qui s'appelle la chenille processionnaire. Ah. Et là, sur par exemple 3, 5 au nord, il y avait 50 nids que j'étais obligé de faire retirer par des spécialistes, mais on se rend compte que lorsqu'on se promène par exemple au parc de Saint-Cloud, ce qui n'est pas très très loin, il y a aussi des chenilles processionnaires un peu partout, dans Paris aussi j'en ai vu, alors que dans le sud, je me souviens que ces charmants animaux n'étaient que limités à une partie très très méridionale. Voilà, c'est ce que je voulais... Oui, Christian. Oui, Christian. On parlait d'ailleurs en antenne de la chenille processionnaire. Quel est le fléau de la chenille processionnaire? Alors effectivement, à la base, c'est un. Romain Lasseur. L'adulte est un papillon que peu de gens connaissent, peu de gens reconnaissent, qui va pondre soit. Donc on a deux principales espèces en France, la chenille processionnaire du pin, la chenille processionnaire du chêne. Celle qu'on voit beaucoup, c'est les petits cocons blancs en bordure d'autoroute dans les petits sapins. On voit, ça fait des boules blanches. Et donc ça, c'est les cocons dans lesquels les chenilles se protègent pour grandir
grandir. Elles sont phytophages, c'est-à-dire qu'elles consomment la plante. Et une fois qu'elles ont fini leur croissance, avant de rentrer dans leur stade imago pour devenir adultes, elles ont besoin de rentrer en procession, de descendre le long du tronc, de se mettre en terre. Et une fois qu'elles ont fait leur transformation vers le stade adulte, elles ressortent et elles sont adultes. Et elles peuvent aller, et les mâles et les femelles peuvent aller s'accoupler. La nocivité de l'animal. La nocivité, c'est parce qu'en fait, ces chenilles présentent des poils urticants, qui peuvent être à la fois urticants pour les enfants. Un enfant qui met une chenille à la bouche, c'est très dangereux. Un animal domestique, un chien, on part du principe qu'un chien qui met une chenille processionnaire à la bouche, s'il n'est pas pris en charge dans les 4 heures par des spécialistes vétérinaires, il se peut, avec la nécrose qui est engendrée, couper la langue. D'accord. Ah oui, carrément. Donc, ça peut être très grave. D'une nécrose. Et ça, c'est sans compter tous les gens qui ont des phénomènes de réaction excessive, qu'on appelle l'œdème de Coinck, qui, si exposé à une piqûre de guêpe, une piqûre de frelon, ou bien même exposé à du poison de chenille processionnaire ou à des œdème de Coinck. Ces trois animaux-là peuvent l'engendrer. Oui, alors c'est une réaction qui peut provoquer un choc anaphylactique, voire même le décès d'un certain nombre de patients. La processionnaire, comme le dit notre auditeur, et merci de le préciser, aujourd'hui elle opère une remontée vers le nord, à l'instar de ce qu'on connaît avec le moustique tigre. Évolution climatique. Pourquoi ? Évolution climatique, les transports, la transplantation d'arbres. La transplantation d'arbres du sud au nord, et on a même, dans la façade ouest française, on a même par an 2 descentes de chenilles processionnaires, alors que dans le sud, on était habitué à une seule descente le long de l'arbre, et qui effectivement fait appel à la plus grande prudence et fait appel notamment au recours à des professionnels pour pouvoir réguler le fléau. Mais une fois de plus, quand vous prenez l'autoroute, je suis désolé, mais je pense que le combat est perdu. Nous avons Chantal qui nous appelle de Narbonne. Bonjour Chantal. Bonjour, merci de prendre mon appel. Je voulais juste vous signaler que moi j'ai, en 2003, au moment de la canicule, j'ai été mordue par un scolopendre. Or on se méfie pas forcément de ces petites bêtes qui ressemblent à des mille-pattes, mais qui ne sont pas... Qui courent sur les murs comme ça, qui se tortillent avec évidemment des pattes de chaque côté, comme une petite brosse. Mais ils ont, oui, comme des... Mais c'est très très dangereux quand ils sont un peu plus grands. Puisque j'en avais dans ma maison, c'était une maison que je venais d'acheter, il y en avait plein qui sortaient dans la baignoire, etc. Et je me méfiais pas. Et j'avais un mur, c'était en Ardèche, un mur en vieille pierre derrière moi, et je pense qu'il y en avait aussi là. Et finalement, une nuit, comme je dormais en laissant tout ouvert, eh bien j'étais mordue, je dis mordue parce que ça a 2 crochets. C'est une morsure, d'accord, c'est pas une piqûre, c'est une petite morsure. Non. Et je pensais que c'était une araignée parce que ça se trouvait derrière la cuisse. Donc je m'en suis pas rendu compte, simplement ça me faisait très mal. Au bout de quelques jours, j'avais des vertiges et puis j'avais de la fièvre, beaucoup de fièvre. Donc je suis allée voir mon médecin. J'ai pensé que je faisais une allergie à quelque chose. Puis il me dit c'est pas possible. Je lui dis je crois que je fais du diabète. Il me dit non. Et il me dit tu vas faire des analyses. Et les analyses étaient symptomatiques. Il me dit c'est pas possible. Retourne dans un autre laboratoire. Je retourne dans pareil. Il me dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Et en partant, il me dit, écoute, au cas où, je vais te mettre sous antibiotiques parce que c'est quelque chose qui me paraît... Bon, et finalement, je reviens parce qu'en partant, j'étais en short et il me dit, mais qu'est-ce que tu as derrière la cuisse? Je lui dis, je crois que je me suis fait piquer par une araignée. Et il m'a dit, non, c'est pas une araignée, ça. C'est trop important. Donc, il a diagnostiqué 2 morsures. Et il m'a dit donc c'est un animal avec 2 crocs ou 2... Enfin voilà. Et c'est très mauvais parce que là, tu as un énorme abcès. Donc c'est pour ça que j'ai été sous antibiotiques et c'est ce qui m'a sauvée. Mais je me suis retrouvée 4 fois à l'hôpital quand même. Incroyable. Parce que je tombais dans la rue. Je tombais dans la rue. D'un seul coup, je sentais, mais j'avais même pas le temps de réagir. Et donc je me suis retrouvée à l'hôpital et à la 4e fois, il disait que j'étais complètement folle, quoi. Bien sûr. Je délirais. Et donc je me permets de vous avertir parce que le scolopendre, il y a très peu de monde qui connaît ça. Et donc ces bestioles, elles remontent. Elles sont plus que dans le Midi, elles sont aussi jusqu'à Lyon. On rencontre aussi des scorpions à Lyon. Enfin, moi j'ai habité Valence longtemps, c'est à Valence que ça m'est arrivé. Et c'est vrai que c'est très 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 dangereux parce que c'est vraiment mauvais. Je demande au docteur Lasseur, Chantal, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Merci Chantal pour ce témoignage. Effectivement, il faut distinguer 2 espèces aujourd'hui. Une espèce très commune que les gens voient chez eux, qui sort des gaines de ventilation et autres, qu'on appelle le mille-pattes, qui est un myriapode, qui s'appelle le Scutigère veloce, qui est
ce myriapode, quand vous l'écrasez ou quand il prend un choc, il a des pattes qui continuent à bouger, ça fait moins de 10 cm. Et les scolopendres qui sont, eux, plutôt cantonnés dans le sud-est de la France, qui, effectivement, comme Chantal le dit, peut être amené à mordre avec ses chélicères. Alors, des pathogènes opportunistes, en tout cas des bactéries opportunistes, et qui, sous le coup d'une blessure, peut s'infecter si c'est pas pris en charge. Et puis, Chantal parlait aussi de scorpions. Effectivement, on a des espèces de scorpions en France, alors qui sont plutôt inoffensives, comme beaucoup d'espèces de serpents notamment. Alors oui, on peut être amené en contact, ça reste quand même des contacts relativement peu fréquents, mais on peut avoir des accidents malheureux, comme celui de Chantal, qui peuvent nous faire rappeler que malgré le fait que ce ne sont pas des espèces invasives au sens du moustique, on peut avoir des accidents malheureux au contact de ces espèces-là. Pour autant, on ne part pas du principe que c'est vraiment invasif, quoi. Alors là, nous avons Maryse qui nous appelle de Bessancourt. Maryse, vous aussi, vous avez été confrontée un jour à une de ces joyeusetés, une piqûre d'insecte? Oui, j'y suis encore. Depuis le 27 mai 2025, je dois avoir des scolopendres, comme dit cette dame. Ils me mordent le visage. La première fois, j'ai eu des morsures. Mon médecin m'a dit c'est des moustiques. J'ai été voir la dermato parce qu'au bout de 3 semaines, ça se creusait sur la joue. Et la dermato m'a dit non, ce sont des morsures. Elle m'a dit vous mettez ce patch là. Et si ça ne guérit pas, je vais vous faire un prélèvement. Alors le patch qu'elle m'a donné, c'est du Comfield plus transparent. Et là, je guéris. Et je suis à 56 piqûres. Eh bien. Alors, attendez. Alors, elle m'a dit également, passez l'aspirateur tous les jours. Effectivement, je ramasse des moumoutes. Vous savez, ces petites poussières de tissu, dans lesquelles elles pondent des œufs noirs. Voilà, donc la prévention, c'est d'avoir une hygiène Olivier Vial à la maison. Tout bien, en fait, l'hygiène, mais malgré tout, c'est quelquefois pas suffisant. On l'a vu sur les punaises de lit, en réalité. C'est pas une question d'hygiène. Même si vous êtes extrêmement propre, si tout est nettoyé, quand les espèces commencent à s'installer, elles s'installent et c'est pas lié à l'hygiène. On aurait presque même, pendant des moments, on disait même que c'est presque le contraire, c'est qu'elles aiment bien quand c'est propre. Si vraiment on est dans un espace qui est pas sain, souvent ces espèces elles n'arrivent pas à s'installer. Donc il n'y a pas que l'hygiène, mais effectivement en tout cas si c'est des insectes comme les scolopendres, on peut au moins avec ça peut-être les trouver, mais je suis pas sûr que ça soit forcément des scolopendres. Quand on fait référence à des espèces comme le rat, les blattes, des invasions, syndrome de Diogène, des gens qui stockent leurs déchets chez eux, là on est sur des espèces envahissantes qui sont clairement liées à l'hygiène. On peut pas du tout parler de ça quand on parle de moustiques tigres qu'on produit dans son jardin, parce qu'on laisse un peu d'eau dehors, qu'on parle de punaises de lit parce qu'on a fait un voyage et on en a malheureusement ramené dans ces affaires, on s'en est pas aperçu. Attention, ce que je peux conseiller effectivement à Marie, c'est deux choses. Considérer que c'est pas parce qu'il y a ce type d'espèce chez soi qu'on est forcément sale. Je pense qu'il faut lever les tabous sur ce sujet-là. Et deuxième chose, on a plutôt tendance, et on est très français sur ce sujet-là, les méthodes de grand-mère ou les méthodes de do it yourself, comme on dit. Le mieux étant de se tourner vers un professionnel au moins pour qu'il fasse un diagnostic, parce que sinon on peut attraper ce qu'on appelle l'internetose, c'est-à-dire qu'on va sur Internet, on regarde et on a toutes les maladies de la planète. Le mieux est s'en référer à des experts, et notamment on a des experts de la profession au sein d'un syndicat qui s'appelle ProSan en France. Eh bien, ces experts sont formés pour faire du diagnostic et puis pouvoir soulager sur le plan psychologique des gens comme Marie, parce que il y a des gens qui, par exemple pour les punaises de lit, tellement ils en ont marre, tellement le trauma psychologique est important, ils dorment la lumière allumée. Sommes-nous en guerre contre les espèces invasives? Oui, répondent le docteur Romain Lasseur et Olivier Vial. Dans La guerre contre les espèces invasives aura-t-elle lieu aux éditions du Rocher, qui est publié demain 4 mars. Vous restez avec nous, vous continuez à nous appeler au 0826 300 300, parce que je sais que vous avez vous aussi ce genre de problème, et vous avez peut-être des questions à poser ou un témoignage à apporter. Nos deux spécialistes y répondront avec, j'allais dire, pertinence et courage quelquefois. À tout de suite sur Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Vous êtes bien sur Sud Radio. Alors, on a commencé cette émission à 13h avec la guerre contre les espèces invasives aura-t-elle lieu, mais c'est pas, elle a lieu. On est en pleine guerre. Et j'ai 2 soldats qui sont là. Alors, ils ont pas de rafales, ils ont pas de missiles, mais ils ont des arguments. En tout cas, ils nous préviennent, ils interpellent la société, ils interpellent les pouvoirs publics. Il va falloir s'occuper chez nous de ces saloperies de bestioles qui nous pourrissent la vie, et c'est qu'un début. Olivier Vial, Romain Lasseur, vous publiez Les espèces invasives aura-t-elle lieu, la guerre contre les espèces invasives aura-t-elle lieu aux éditions du Rocher, qui est paru demain. 1104 collisions
de sangliers dans les trains pour 2500 heures de retard. 24, c'était multiplié par 24 en une dizaine d'années. Le coût global de ces fléaux à l'échelle planétaire, c'est 1208 milliards de dollars de dégâts, et on décompte 2780 espèces invasives. Donc si on n'est pas en guerre avec ça, c'est terrible. Alors, on a fait le tour pas complet des insectes et des bestioles rampantes et puis grouillantes. Là, on va avoir une autre forme de grouillant qui est le rat. Alors, rat noir, c'était celui de la peste au Moyen-Âge. Il a été dégagé par le rat brun. C'est ça. Et là, le rat brun qui pullule partout. Moi, j'en ai. Qu'on appelle le rat d'égout. Comme j'ai des poules, j'ai un peu de grain, j'ai compris, j'avais attiré tous les rats du quartier. Le rat d'égout, là aussi, fléau massif, avec une capacité de reproduction. Une femelle peut pondre, elle pond pas, elle fait des portées de 14 petits. Certaines 7 fois par an. Ouais, alors ça c'est la théorie. Après, on a plein d'éléments de régulation qui font que, en réalité, on n'est pas à ce niveau de population. On part du principe qu'une femelle peut engendrer quelques centaines d'individus par an, mais ça suffit pour, d'une part, si on les laisse tranquilles, qu'ils ont de la nourriture, des hivers doux qui réduit la mortalité des jeunes, et globalement pas de régulation de la part des autorités ou des pouvoirs publics. Bien sûr. Donc partant de là, si au début de l'année je suis à 100, il y a peu de chances que je sois à 0 en fin d'année si je mets tous ces facteurs bout à bout. Donc ouais, le rat c'est une problématique, c'est pas tellement la présence du rat en ville qui est une problématique. Je le répète, on n'est pas là pour exterminer des espèces, c'est pas ça notre discours. On est là pour réguler et maintenir ces espèces sous un seuil qui pose pas de problème. Toutes les problématiques qu'on a évoquées ensemble. Économique, problème d'image. Vous avez vu que quand vous avez une souris dans la vitrine d'un boulanger, d'entrer sur les TikTok et compagnie. Ça, je l'ai vu déjà. Voilà, et puis toute la partie sanitaire, on vient de l'évoquer. On veut Parce que le rat a une fonction régulatrice. Je me souviens en 72, quand on a transféré les halles du centre de Paris, le cœur, le ventre de Paris à Rungis, il a fallu repeupler en rat parce que malgré tout, il y a une action de régulation. Il mange les déchets. Mais c'est comme tout, jusqu'à un certain seuil. C'est ça, Olivier. Oui, bien sûr. En fait, justement, le fait qu'on en voit beaucoup aujourd'hui en dehors des égouts, c'est parce que justement ils sont beaucoup trop nombreux ils ont plus à manger en sous-sol. Et donc en fait ils remontent parce qu'ils sont trop nombreux. Si effectivement on avait la capacité de réguler les populations, on aurait effectivement des rats qui seraient en sous-sol, qui régulent aussi dans les égouts, parce qu'ils nettoient en partie les égouts, mais clairement c'est parce qu'on a une population qui est hors de contrôle que ça pose des vrais soucis. Et ça pose des soucis d'image, ça pose aussi des soucis sanitaires. Donc dératisation obligatoire là dans certains cas. Il faut effectivement, en tout cas, il faut pas être dans le déni, parce qu'en fait, on voit, par exemple, là, on a à La Réunion, on vient d'avoir depuis le mois de janvier 54 cas. Aujourd'hui, c'est sorti aujourd'hui. 54 cas de leptospirose, 3 décès de 3 décès et 14 personnes en soins intensifs à cause de la leptospirose, qui est notamment une des maladies du rat. Donc dans l'urine de rat ou de ragondin, enfin dans l'urine de rongeur. Et ça, effectivement, quand la mairie de Paris nous dit que il n'y a pas de risque sanitaire avec ces espèces-là, l'Académie de médecine dit le contraire, et en fait toutes les études le montrent. Il y a et en plus ça augmente, on a de plus en plus de cas, donc il y a un vrai souci sanitaire. Il faut être en capacité effectivement de réduire cette population de rats, et donc là il y a des choses qui sont environnementales, mieux gérer les déchets, mieux gérer la population, et puis il y a aussi des politiques de régulation qui consistent à limiter le en régulation, on va monter en grade et en volume avec le sanglier qui aussi fait des ravages. Alors lui, je pense pas qu'il soit porteur de maladies, encore que il peut y avoir aussi des germes. C'est surtout des ravages agricoles dans les jardins et puis dangereux, accidents de la route. Je parlais 1104 collisions avec les trains. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Régulation par la chasse, par la cynégétique? Là, notamment, effectivement, la chasse, c'est là-dessus qu'on a un vrai problème de société, puisque avec ces espèces invasives, on aurait besoin de plus de chasseurs, parce qu'en fait, ils ont une vraie mission de régulation, que ce soit les chasseurs ou les piégeurs pour le ragondin. Et malheureusement, la société a dressé un portrait tellement négatif des chasseurs qu'il y a de moins en moins de pratiquants. Au moment où on a de plus en plus de gibier qui sont passés en mode invasif, on a de moins en moins de pratiquants, donc ça devient compliqué. Et en plus, quand il y a des pratiquants, ils sont, là pour le coup on le documente dans le livre, ils sont réellement harcelés par des militants activistes qui vont crever le pneu de voiture, qui vont attaquer les pièges, qui vont s'en prendre
aux dispositifs de chasse et qui vont effectivement, y compris harceler les gens jusqu'à leur domicile. Des gens inconscients quand ils font ça. Au nom d'un dogme absolument. Voilà, qui effectivement ont une vision qui est parcellaire et ils se rendent pas compte qu'en réalité, en faisant ça, cette mission de régulation, les chasseurs finalement essaient de rétablir un équilibre parce que, on vous l'avait dit, les sangliers, c'est multiplier la population multipliée par 24 en 50 ans. Par 50 ans. Docteur Romain Lasseur, on a des traitements chimiques, pharmaceutiques contre certaines espèces invasives, certains insectes, les fourmis, c'est les plus connus en tout cas, les cafards. Est-ce qu'il y a des espèces résistantes qui commencent à apparaître? Oui, alors moi ça a été un vrai fil rouge dans mes travaux de recherche en tant que scientifique. Vous soulignez dans le livre, de façon très concrète. Part, effectivement, la problématique, c'est que ces résistances, elles apparaissent à un moment où on utilise massivement le produit parce qu'on intervient tardivement. La question à se poser, c'est pourquoi on intervient tardivement. Est-ce qu'on a le bon produit déjà? Oui, on a les bons produits aujourd'hui. Encore faut-il nous laisser faire. Encore faut-il qu'on arrête d'avoir des autorités qui soient focalisées sur le risque et qui nous laissent un petit peu quelques produits qui nous permettent d'être efficaces. Il y a toujours un effet secondaire indésirable. Il y a toujours un effet secondaire et vif, c'est dangereux. Et on est toujours, la vie, c'est une balance, on est dans une balance bénéfice-risque. Et aujourd'hui, on peut pas dire que on ait plus d'effets néfastes. La seule chose dont on ne parle pas dans la loi du plomb ou dans toutes ces lois-là, c'est le bénéfice des produits. Le bénéfice des produits, aujourd'hui, permet de nourrir des gens qui s'attaquent à leur enregistrement. Aujourd'hui, on a l'autorité sanitaire la plus fiable au monde pour l'enregistrement des produits, l'ANSES, et on est, par la décrédibilisation de la science, on décrédibilise les travaux de l'ANSES et potentiellement on laisse la porte ouverte à plein de produits interdits qu'on trouve sur le net. Donc aujourd'hui, rétablissons aussi la vérité sur ces sujets-là. Oui, il y a de la résistance. Il y a de la résistance sur un certain nombre d'espèces parce qu'on intervient trop tard. Donc il faut qu'on laisse le temps à l'industrie d'innover. Et pour cela, effectivement, il faut qu'on puisse faire du diagnostic sur le terrain, intervenir le plus tôt possible et laisser le temps à l'industrie d'innover avant d'idéologiquement retirer des produits du marché. Olivier Vial, quand on est confronté à ce problème, que ce soit des insectes ou des rats, quelle est l'autorité que l'on peut contacter, quel est le service, quel est le spécialiste? Est-ce que la France est équipée en solutions? À défaut de les appliquer, est-ce qu'on les a à disposition? Il y a deux entités. Il y a effectivement justement tout ce secteur privé aujourd'hui qui existe, qui s'est beaucoup développé, mais sans doute pas suffisamment, mais qui se développe au fur et à mesure que ces espèces augmentent. Et puis après, effectivement, il y a les services de l'État. Et là, sur chaque espèce, la difficulté, c'est que sur chaque espèce, on a des services finalement qui sont différents. Alors, il y a l'ANSES qui fait un grand travail, notamment sur les questions sanitaires. Mais effectivement, aujourd'hui, on n'a pas de guichet unique assez simple, compréhensible. Il manque une évaluation et surtout on a une approche trop parcellaire. Aujourd'hui, on aurait besoin effectivement d'avoir la capacité, par exemple, les entreprises qui sont très souvent notées sur leur RSE, sur leur responsabilité sociale et environnementale, lutter pour la biodiversité en ayant les moyens de lutter contre les espèces invasives sur leur territoire, au sein de leur entreprise, ça serait déjà un levier qui pourrait nous aider. Donc il faut qu'on soit en capacité de mettre l'État devant ses responsabilités, de mettre les industriels devant leurs responsabilités, mais aussi de leur donner les moyens justement d'innover, et puis de faire en sorte que la société civile soit aussi accompagnée dans cette mission-là, parce qu'un acteur séparé n'arrivera pas à lutter contre ces invasions. La guerre contre les espèces invasives aura-t-elle lieu? Docteur Romain Lasseur, Olivier Vial aux éditions du Rocher, qui paraît demain, un document, j'allais dire, d'hygiène public, de bien vivre et de prudence à acquérir et à lire, parce que c'est un combat qu'on va devoir mener, et là vous donnez déjà les indications, chers messieurs, pour faire face à ce nouveau fléau. Merci d'avoir été sur Sud Radio aujourd'hui, Olivier Vial. Merci beaucoup. Romain Lasseur. Quant à nous, je vous dis à demain. Je vous laisse dans les bras de Brigitte Lahaye, avec lesquelles vous allez avoir des considérations beaucoup plus affectueuses que celles des moustiques tigres et des rats mulots. Merci.